je vais démarrer et vous présenter dans un premier temps le programme, si ma souris veut bien se positionner. Donc, on va faire une petite introduction à la veille, expliquer, comprendre ce que c'est. Excusez-moi. Ensuite, on va s'immerger un petit peu dans Google, puisque évidemment, c'est le moteur de recherche principal en situation de quasi-monopole, sur lequel on va chercher de l'information, hein, donc, dans le but de faire sa veille. Donc, on va voir comment on recherche de l'information sur le web. C'est important de faire cette petite parenthèse. Ensuite, comment mettre en place une veille efficace. On verra aussi une petite parenthèse sur la veille dans le social media, hein, autrement dit les plateformes sociales, réseaux et médias sociaux. Et puis, on terminera avec la diffusion de l'information. On parlera de curation, qui est l'un des intérêts de la veille, parfois de rediffuser de l'information issue de notre travail de veille. Voilà pour le programme. Nous sommes 19 et la salle d'attente a bien été désactivée, donc tout le monde peut rentrer librement. Très bien. Eh bien, écoutez, on va donc démarrer. Donc, introduction à la veille. On va essayer de replacer aussi l'ère du web dans son, finalement, avec sa genèse, hein. Il faut se rappeler que c'est en 89 que débute réellement le web tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc le World Wide Web, hein, qui a été initié par Tim Berners-Lee. Donc au début, bien sûr, pas de web grand public, mais une technologie qui est mise en place pour pouvoir, ce qu'on appelait la toile, hein, déjà à l'époque, pour pouvoir créer, diffuser de l'information. En 92, on commence les télécommunications avec le premier GSM, hein, donc premier, on va dire, mobile, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui un mobile. On avait à l'époque, pour que vous vous remettiez dans le contexte, un débit donné, un débit de données de 9 kilobits secondes. Alors, on va voir ensuite par rapport à ce qu'on a aujourd'hui ce que ça donne, hein, pour pouvoir comparer, parce que ce n'est pas évident de se rendre compte ce que ça donnait à l'époque. Bon, évidemment, vous doutez que ça ne donne rien du tout, presque rien. Mais voilà, c'était vraiment le premier téléphone portable ou mobile, vraiment en date, en 92. 94, premier blog. Donc, c'est le premier site internet où on a eu la capacité de s'adresser au monde entier pour donner de l'information. Alors, au début, c'était un étudiant qui avait ce petit rêve de parler au monde entier. Et à cette époque-là, déjà, c'est plus ou moins ce qu'il a pu faire, même si son blog n'était pas tout de suite très visible, hein. On va voir pourquoi. Mais voilà, c'est le début de notre capacité à diffuser de l'information à travers le monde. En 94, en 95, pardon, c'est Yahoo qui est le portail numéro 1, donc le site web finalement le plus consulté à travers le monde. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait. On était vraiment sur des gros liens comme ça sur lesquels il fallait cliquer pour atterrir sur d'autres pages. Évidemment, on a bien avancé depuis lors. 96, on a les premiers moteurs de recherche. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il faut taper yahoo.fr pour trouver le site web, un caractère qui diffère et on atterrit sur une page vide. Voilà. Donc 96, on a des moteurs de recherche, une sorte d'annuaire, évidemment pas aussi sophistiqué que ce que l'on a aujourd'hui. Alors pour ceux qui se rappellent, on avait Ask, AltaVista, Lycos, Voilà.fr. Ça, c'était ce qu'on avait, en tout cas en France. C'est vraiment, les micros, c'est vraiment ce qu'on avait de mieux au départ. Et donc, c'est quand même ce qui a permis d'avoir une sorte d'annuaire du web où on pouvait taper un mot-clé et tomber sur des résultats de recherche un petit peu comme ce qu'on a maintenant, hein, pour trouver un site web, même si on ne connaît pas l'URL précis. C'est une vraie avancée à ce moment-là. Ensuite, en 98, Google arrive. Et Google, ça ne marche pas tout de suite, mais au bout d'un peu plus d'un an, il met en place cet algorithme plus ou moins que l'on connaît aujourd'hui qui fait que tous les autres moteurs de recherche sont passés à la trappe puisque on avait grâce à Google et grâce à son algorithme des résultats entre guillemets plus intelligents et basés sur beaucoup plus de critères que simplement finalement un annuaire qui recense de manière brute comme ça les sites web existants. Donc voilà, un algorithme intelligent qui fait que Google rapidement devient le mastodonte que l'on connaît aujourd'hui. Et voilà la première version de Google. Là encore, on a fait du chemin depuis. C'est comme ça que ça se présentait en 98.
En 2000, c'est Wikipédia, donc l'encyclopédie collaborative mondiale qui fait son entrée et qui, par la même occasion, renvoie à la case chômage les vendeurs d'encyclopédies, hein, qui faisaient du porte-à-porte, qui nous vendaient des encyclopédies bien chères. Bah, évidemment, là, on a un outil gratuit qui petit à petit est devenu ultra exhaustif, même si pas toujours parfaitement précis, hein, on le verra. Malgré tout, voilà, c'est une grosse avancée dans l'univers de la diffusion d'informations. C'est aussi une année où on constate Internet pour tous globalisé à travers le monde. Je dis bien Internet pour tous entre guillemets, puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'on a à peine la moitié de l'humanité qui a un accès à Internet à la maison de manière, on va dire, correcte, efficace. Seulement la moitié de l'humanité, d'accord, sur 7 et quelques milliards. Mais en tout cas, en 2000, c'est là où on constate un accès globalisé à travers le monde d'un Internet qui fonctionne à la maison. Et puis, c'est aussi l'année où Google monte sa régie publicitaire AdWords, qui est devenue maintenant Google Ads. Voilà. Donc, on avait la possibilité à l'époque d'afficher des bannières, souvent en bas des sites, bannières qui clignotaient, des couleurs assez improbables. Voilà, c'était les premières possibilités d'afficher de la publicité sur le web. Ça, c'est en 2000. En 2003, on a les premiers gros réseaux sociaux qui ont fait date. Alors, il faut comprendre qu'en 1995, déjà, on a les premiers réseaux sociaux aux États-Unis notamment, comme Classmates, qui est l'équivalent de Copains d'avant en France. Mais ça n'implique pas une utilisation de ces plateformes quotidiennes. C'est des plateformes qui fonctionnent, où on a plusieurs milliers de membres, mais c'est juste des sites web. Il n'y a pas vraiment de phénomène lié à ça. En 2003, il y a LinkedIn qui passe à peu près incognito dans le monde du web. Et en 2004, c'est Facebook en fait qui démocratise le réseau social en tant que tel et qui l'inscrit surtout dans le quotidien. Ce qui a fait petit à petit qu'on avait une plateforme sociale préférentielle que l'on allait consulter tous les jours. Et donc, on va le comprendre, l'information, elle s'est beaucoup déplacée à ces endroits-là, voilà, encore une fois, qui sont dans notre quotidien. Donc, 2004, c'est Facebook. Facebook, simplement pour la parenthèse, crée une révolution, en tout cas, crée la sensation avec son réseau social, notamment sur un critère qui était le statut de la relation amoureuse. Alors, évidemment, ça a été créé par des jeunes. Et à l'époque, à la fac, c'était une révolution de pouvoir, derrière son ordinateur, savoir qui était en couple, qui était disponible. Et comme vous le savez, ça fait tourner le monde, hein, les relations amoureuses, eh bien, Facebook a créé quelque chose qui ensuite est devenu une règle. Les réseaux sociaux sont devenus quelque chose dans notre quotidien incontournable, vous le savez aujourd'hui. Et à cette époque-là, on est en 3G, donc pour les mobiles, hein, toujours. Donc, ça veut dire 2 mégabits seconde de débit. Vous voyez, par rapport au kilobit seconde, pour la comparaison, 1 mégabit, c'est 1000 kilobits. Donc, en gros, là, ici, on a 20 000 kilobits contre 9 kilobits seconde pour le premier GSM. Donc là, en fait, ça veut dire qu'on commence en 2004, mais surtout à partir de 2008, avec l'iPhone, on commence en fait finalement à aller à surfer sur le web depuis son mobile, d'accord, puisqu'on a finalement le débit pour. Hein. Donc, entre-temps, on a YouTube, la capacité de mettre des vidéos en ligne. On verra que ça a permis un déplacement, là aussi, des formats d'information. Aujourd'hui, on va beaucoup plus regarder une vidéo qu'un article. Hein. Twitter également, qui arrive en 2006 et en 2008. Donc, l'iPhone crée là aussi une révolution avec les applications mobiles. De manière très intuitive, on va pouvoir se télécharger des petites applications qui rendent la navigation Internet, ou en tout cas la recherche d'informations ou de divertissement, etc., beaucoup plus intuitive. Et donc là, vraiment, à partir de ce moment-là, on se met à utiliser le mobile de manière beaucoup plus intensive et pourquoi pas quotidienne. En 2013, on a la 4G qui arrive. Donc là, vous voyez, on est à 2 mégabits de débit maximum. Donc là encore, on accélère le débit et donc notre capacité à voir tout un tas de contenus sur le web. Et là encore, tout ce qui est vidéo, ceux qui se rappellent du début des années 2000, alors même pas forcément sur un mobile, hein, mais sur l'ordinateur, regarder une vidéo, ce n'était pas toujours quelque chose qui allait se faire aussi facilement et rapidement. Il y avait des vidéos qui devaient se charger. Donc, il fallait prendre du temps quand même pour regarder une vidéo.
aujourd'hui, même sur le mobile, même en mobilité dans la rue, on va pouvoir regarder une vidéo sans qu'elle coupe, mais vraiment de manière fluide. Donc, ça a là encore déplacé les types de contenus que l'on allait créer et diffuser sur le web. Donc voilà un petit peu, finalement la genèse, finalement d'où on vient, hein, avec, dans cet univers du web et de l'information sur le web. Quelques chiffres sur, l'information sur le web. 3,8 millions de requêtes, sur les moteurs de recherche, en 1 minute, d'accord? Donc les requêtes, c'est les recherches, en fait, dans un moteur de recherche, hein, c'est ce que vous tapez dans la barre de recherche. On a 1,8 million de likes sur Facebook chaque minute à travers le monde. 46 millions de nouveaux posts Instagram, pareil en 60 secondes. 156 millions d'emails envoyés, coucou la planète. Et puis 571 nouveaux sites créés dans le monde en 1 minute, encore une fois. Donc on est vraiment à l'ère de l'infobésité, hein, ce qu'on appelle. Donc c'est vraiment de l'information en masse, tant et plus. On va voir que dans notre processus de veille, eh bien, il faut être vigilant avec ça, sans quoi voilà, ça va être totalement, ça va rendre votre processus de veille totalement brouillon et inefficace. Alors, si on doit faire une définition de la veille, c'est un processus informationnel comprenant la recherche d'informations, sa collecte, son stockage, puis son analyse, son traitement, et puis éventuellement, pas forcément, sa diffusion. D'accord? Donc, si on doit suivre la définition de l'AFNOR, un petit peu plus complet et complexe, dispositif organisé, intégré et finalisé de collecte, traitement, diffusion, exploitation de l'information qui vise à rendre une entreprise, une organisation, quelle qu'elle soit, capable de réagir à moyen long terme face à des évolutions ou des menaces de son environnement, que celles-ci soient technologiques, concurrentielles, sociales, etc. Alors, c'est plus complet, en effet, là, tout est dit. Euh, voilà, pour comprendre le principe de la veille, c'est vraiment ça, hein, recherche d'informations, collecte, stockage, analyse, puis éventuellement diffusion. Alors, on a différents types de veille, avec par exemple la veille technologique, qui permet de suivre les évolutions techniques, technologiques dans un domaine d'activité ou pour une gamme de produits. Quelques exemples, par exemple le Bluetooth, hein, qui est une avancée technologique qui aujourd'hui sert à beaucoup d'entreprises, la 5G qui arrive, voilà, qui va servir aussi à un certain nombre d'acteurs du web, mais pas que. Les technologies de recharge sans fil, notamment par induction. Vous savez que maintenant, on peut poser un mobile qui est bien sûr technologiquement prêt à ça, le poser sur une surface à induction qui permet de le recharger sans avoir à le brancher. Et puis, on a par exemple le geofencing qui permet de vous envoyer une notification push, ces petites notifications qui descendent en bannière sur votre mobile lorsque vous passez devant un magasin. Là, c'est le fait de vous géolocaliser de manière ultra précise et surtout au bon moment quand vous passez devant une vitrine pour vous inciter à entrer, acheter, et notamment, par exemple, avec une promotion. Alors, la veille technologique, on a un bon exemple de veille technologique, du coup pas forcément optimum. Kodak invente l'appareil numérique en 1975, mais finalement décide donc de ne pas commercialiser les appareils numériques qu'ils ont développés, de peur de concurrencer leurs propres appareils argentiques, puisque c'était vraiment les leaders. Donc là, problème de veille technologique qui fera que, au lieu de basculer dans une révolution et d'en être le principal acteur, et finalement, ils se sont un petit peu ringardisés eux-mêmes. L'appareil numérique va devenir petit à petit une révolution et Kodak rate la marche donc de l'évolution technologique. Euh, vous en êtes tous témoins. Aujourd'hui, Kodak n'est plus vraiment ce qu'il a été pour ceux qui ont connu les pubs et voilà, la grande popularité de cette marque-là, on va dire années 80, années 90. On a ensuite, par exemple, la veille juridique. Donc, c'est la veille qui surveille les nouveaux projets de loi, réglementation dans un domaine métier concernant produits, services ou même les employés. Dans les exemples, on va avoir une nouvelle réglementation santé au travail. Donc, évidemment, pour les entreprises, c'est quelque chose sur lequel il faut se tenir au courant, donc faire de la veille. Les règles de distanciation sociale qui sont très actuelles et qui changent toutes les semaines. Donc, la veille prend tout son sens.
Les aides éventuellement à l'embauche qui sont très actuelles aussi, mais il y en a en général plus ou moins tout le temps. Excusez-moi, je peux passer un peu vite. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, en effet, il faut pouvoir se tenir au courant pour pouvoir avoir finalement l'information au bon moment et l'utiliser, comme on le disait, pour ne pas rater une marche ou des opportunités. Voilà pour la veille juridique. On peut avoir la veille prospective. Donc, veille prospective qui visera à lancer une phase de prospection commerciale à la recherche donc de nouveaux clients. C'est une veille pour trouver de nouveaux clients qui apparaîtraient sur le marché. Donc, trouver de nouveaux clients, hein, ça peut être ciblé aussi des événements commerciaux, hein, notamment des salons. Donc, se tenir au courant des événements qui peuvent nous permettre de capter de nouveaux clients. Ça peut être aussi de surveiller les appels d'offres, mais ça peut être aussi tout simplement faire de la prospection, notamment sur les plateformes sociales, où on va retrouver les consommateurs en B2B ou en B2C, qui sont tous les jours plus ou moins connectés, même au bureau, même pendant cet atelier que j'anime. Certains sont peut-être connectés, voire très captifs par leur plateforme sociale. Et du coup, ce sont des clients potentiels que l'on va pouvoir trouver sur ces plateformes. Voilà pour la veille prospective. On va avoir également la veille concurrentielle, donc là, celle qui vous permet de surveiller les positionnements, les prix, les stratégies commerciales et digitales de vos concurrents. D'accord. Donc, par exemple, se tenir au courant de votre concurrent principal qui vient de sortir une nouvelle gamme de produits, qui a un nouveau site web, hein, donc qui a de nouveaux, par exemple, qui affiche de nouveaux arguments de vente. Ça va vous permettre soit de vous inspirer, soit de vous décaler pour toucher un petit peu les gens sur d'autres mots-clés, sur d'autres critères, sur d'autres arguments de vente. En s'inspirant du nouveau site web de votre concurrent, ben, soit prendre la tangente et faire vraiment totalement différent pour se démarquer, ou bien copier finalement. Parfois, certaines grandes entreprises font ça, hein, en se disant qu'elles ont une plus forte force de frappe et donc avec un site web qui est comparatif à celle de leurs concurrents, eh bien, ils vont pouvoir taper encore plus fort en surfant sur cette nouvelle mode, a priori, en termes de design, de couleurs, etc. En tout cas, voilà, ça va vous permettre de vous inspirer ou en tout cas de vous informer sur ce que fait votre concurrent, vos concurrents. La veille concurrentielle, on a un bon exemple. Pardon. Hop. On a donc par exemple Sega qui lance en 99 la console de jeu Dreamcast, hein, pour les amateurs. Les consommateurs bouderont très largement la console Sega car était annoncé, attendu la sortie du phénomène de Sony, la PlayStation 2. Donc, il faisait suite à la PlayStation 1 qui avait été un carton commercial. Et donc évidemment, le fait de sortir juste avant, quelques mois avant, a fait que les utilisateurs se sont dit, on ne va pas forcément aller tout de suite sur cette nouvelle console de jeu, alors que celle de Sony PlayStation est déjà connue, c'est déjà un carton, on va absolument voir la deuxième. Et donc, on ne va pas s'acheter toutes les consoles. Ça a été un choix qui a été vivement critiqué. Et d'ailleurs, la commercialisation s'est arrêtée 2 ans plus tard, puisque vraiment, ils n'en vendaient vraiment pas ce qu'ils attendaient. Ils se sont fait complètement dépasser par PlayStation avec la PlayStation 2. Euh, voilà, donc en gros, c'est ce que je viens de vous dire, hein. On peut se dire qu'ils auraient dû attendre de sortir un petit peu après la PlayStation 2 pour se positionner comme un challenger qui viendrait peut-être combler peut-être les petits manques de la PlayStation 2 une fois qu'on aurait pu constater ceci. Voilà, ça aurait été quelque chose de plus intéressant. Alors, on s'imagine qu'ils en ont peut-être fait de la veille. En tout cas, une veille concurrentielle permet de suivre de près son concurrent et voir un petit peu les timings, les sorties de nouveaux produits, nouvelles gammes, etc. On va avoir aussi la veille sectorielle. La veille sectorielle, c'est celle qui vise à scruter les évolutions de comportement des consommateurs vis-à-vis des produits, des services ou même des activités, de certaines activités en particulier. Les exemples, c'est par exemple surveiller les tendances de société, hein, les évolutions des mentalités, les modes, hein, tout simplement. Et dans les exemples plutôt connus, on a en 85 Coca-Cola, donc c'est plutôt aux États-Unis, hein, qui modifie sa recette et lance le New Coke. C'est-à-dire qu'ils annoncent vraiment que le Coca-Cola va se modifier, hein. Non pas qu'ils vont sortir un nouveau Coca-Cola, non, non, ils vont modifier la recette principale que tout le monde connaissait aux États-Unis, qui était déjà un carton. Donc, en annonçant New Coke, qui a pour nouveauté d'être plus doux et plus sucré, si tant est que ce soit encore possible.
Du coup, c'est un flop qui sera vite enlevé des rayons puisque finalement, en fait, Coca-Cola cherchait à juste se démarquer de Pepsi en faisant plus doux, plus sucré, enfin toujours plus, sans, pour autant avoir fait une veille sectorielle qui aura permis de se rendre compte que, les gens aimaient le Coca tel qu'il était et pas forcément parce qu'il était autant sucré. En tout cas, ils ne voulaient pas forcément qu'il le soit plus. Et en fait, ils ont vraiment modifié leur recette et pendant quelques mois, ils ont mis dans les rayons le nouveau Coke en espérant faire un carton. Ça a été boudé, il y a eu des pétitions, toutes sortes de choses. Ils ont vite dû, rectifier le tir et remettre leur bon vieux Coca-Cola, d'antan et à ce moment-là, dans leur guerre avec Pepsi, ils ont perdu un petit peu de terrain, puisque finalement, c'était pas terrible pour l'image, cette espèce de, bah, voilà, ce flop avec ce nouveau Coke. Un exemple de veille sectorielle, on peut aussi avoir la veille d'image ou appelée d'e-réputation. Donc là, c'est la veille qui vous offre une vision globale de l'image d'une entreprise ou une marque à travers le web. Donc là, ça va vous permettre, par exemple, de suivre les buzz, les bad buzz des critiques, les remarques, les compliments, puisqu'évidemment, les remarques, les critiques comme les compliments sont intéressants à analyser. Et là, pour le coup, on a aussi des exemples, il y en a plein, je vous en ai mis deux, trois. Là, on a un exemple de veille très technique où le community manager de Carrefour est allé, en fait, il est tombé sur ce fil de tweet d'un tweetos anonyme. Je vous passerai les détails de son fil de tweet qui n'est pas forcément très intéressant, mais regardez, pour la 11, il dit faites-lui beaucoup de cadeaux. En fait, le fil, c'est comment garder une meuf, comme il dit. Et donc, dans le numéro 11, il dit faites-lui beaucoup de cadeaux, même si vous les volez à Carrefour, c'est l'intention qui compte. Là, pour le coup, vous voyez que pour le fonctionnement des plateformes sociales, Carrefour n'est qu'un mot-clé comme ça, dans le lot de ces tweets. Il n'a pas mentionné le compte Twitter de Carrefour. Donc, a priori, Carrefour n'est pas censé savoir qu'il y a un tweetos anonyme anonyme ou pas, en tout cas, tout seul dans son coin, qui a parlé de Carrefour. Mais son processus de veille dont on va parler lui a permis de tomber sur ce tweet puisque le mot-clé Carrefour était mentionné. Du coup, évidemment, il va se permettre de lui répondre. Et tu penses qu'elle restera avec toi quand tu seras en zonzon. Donc, vous apprécierez la figure de style qui veut que le community manager de Carrefour France se met au niveau en termes de vocabulaire et d'état d'esprit de ce tweetos. On se doute bien qu'il ne parle pas comme ça, le CM de Carrefour France, mais du coup, ça fait marrer tout le monde. C'est une réponse qui a vraiment buzzé. On s'est aussi rendu compte que du coup, Carrefour regardait bien ce qui se disait sur lui. C'est plutôt un bon travail de community manager et une réponse qui a fait date et voilà, qui a été beaucoup repris, donc qui a amélioré, qui a donné une bonne image quelque part là, sur le coup de Carrefour. Donc, une veille d'image qui a bien fonctionné. On a trois autres cas assez évocateurs, donc qui sont Decathlon, qui est coutumier du fait sur Twitter, notamment. Ils font beaucoup de leur veille d'image et de leur SAV sur Twitter. Decathlon avait fait une vidéo dans l'un de leurs Decathlon dans le Nord. Ils avaient fait une vidéo en fait lip sync pour vous dire ce que c'est. Le lip sync, c'était un phénomène viral qui date surtout de 2011. Là, ça a été fait en 2015 et ça, la toile n'aime pas trop ça, donc ils l'auront fait remarquer. Et qui plus est, c'était pas très qualitatif. En fait, c'était une vidéo qui se baladait dans les rayons du Décathlon avec chaque vendeur dans chaque rayon qui mimait les paroles, puisque c'est ça le principe du lip sync. Donc on passait la musique, il mimait les paroles en essayant de danser. Évidemment, ils ne sont pas ni danseurs ni acteurs, les vendeurs de Décathlon, donc c'était plus ou moins qualitatif. Et donc ils se sont fait beaucoup moquer, notamment sur Twitter. Et en fait, cette veille-là leur a permis de finalement suivre chaque critique, chaque moquerie qui avait été faite sur Twitter et ils se sont mis à répondre à chaque tweet. C'était des milliers de tweets. Donc, ils se sont mis à répondre à chaque millier de tweets personnalisés, de manière personnalisée, plutôt personnalisée, avec malgré tout quelques copier-coller pour répondre, mais avec toujours un peu d'humour, d'autodérision, etc. Et ça a très bien marché. C'est devenu un phénomène en soi, ce principe de répondre à chaque tweet. Donc, ils ont fait un petit peu oublier le bad buzz de cette vidéo plutôt moyenne. Ça, c'était une bonne occasion donc, finalement de redorer leur image.
Carambar aussi a fait un coup de pub assez intéressant en créant un bad buzz et finalement en le faisant, en le retournant à leur avantage. Ils avaient annoncé la fin des blagues en fait. Voilà, Carambar va arrêter les blagues dans les sachets de Carambar. Pendant des mois, en fait, il y a eu finalement des critiques, même des pétitions, des groupes qui se sont montés. Et donc, la veille d'image a permis à Carambar de se rendre compte pendant ces mois-là de ce bad buzz, s'est rendu compte malgré tout de l'attachement des gens pour ces blagues-là. Et en fait, ils ont annoncé à la date fatidique, tout simplement, c'était une blague, toujours avec cette bonne vieille charte graphique de Carambar. Ça a fait un joli coup de pub, donc un bad buzz qu'on va retourner ensuite à son avantage. Donc, et cette veille d'image leur a permis de se rendre compte qu'en effet, ils pouvaient vraiment miser sur ces blagues, puisque les gens comptent vraiment sur ces blagues-là. C'est quelque chose de mythique et d'iconique. Et puis, le dernier point, c'est la Redoute, qui a eu un bad buzz assez retentissant, avec vous savez comment ça se passe sur la Redoute, c'est des mannequins qui sont mis en situation avec les vêtements notamment qui sont vendus par la Redoute. Et là, on avait un groupe d'enfants qui barbotaient en fait dans un plan d'eau, donc avec l'eau au mollet finalement, et avec bien sûr les shorts de bain, voilà. Et en fait, en arrière-plan dans ce plan d'eau, on avait un monsieur d'un certain âge qui était nu dans ce plan d'eau. Mais encore une fois, vous pourrez car je sais que vous le ferez, vous pourrez trouver cette image sur internet de ce bad buzz. Vraiment, le monsieur, on le voit, c'est pas quelque chose qui est difficile à ignorer. Et vraiment, ça a fait un bad buzz dans le sens où on se disait que quelle chaîne de compétences est incapable de voir ce monsieur-là que tout le monde voit en fait. Donc entre le photographe, celui qui met en page le catalogue en ligne, tous les gens finalement de cette chaîne de compétences, personne n'a vu cette personne-là en arrière-plan, ou alors ils ont accepté de le laisser. Et c'est d'autant plus scandaleux. Donc ça a fait un bad buzz. Bon, là, pour le coup, la Redoute a cherché à se rattraper en créant un catalogue des je ne sais combien d'erreurs, donc qui pour le coup a été fait volontairement. Et puis ceux qui trouvaient les erreurs allaient pouvoir participer à un concours. Enfin, voilà. Vous comprenez le principe. Ça n'a pas beaucoup marché, cette opération pour essayer de redorer leur image. L'erreur était tellement scandaleuse que voilà, ça a quand même entaché un peu l'image de la Redoute. Donc voilà, encore une fois, la veille d'image va vous permettre aussi de suivre de plus près ce qui se dit sur vous. On va voir donc des différents modes de veille, mais vous comprendrez bien l'intérêt de cette veille d'image. Alors, au moins deux modes de veille globaux. On parle de méthode push. La méthode push, donc c'est la méthode poussée en français. Donc on pousse l'information de manière plus ou moins automatique vers le veilleur, la personne qui fait sa veille, notamment grâce aux agrégateurs dont on va parler, ou bien aussi aux newsletters que vous devez bien connaître, qu'on a plus ou moins tous dans nos messageries mail, et puis des alertes via mail, on verra aussi un outil pour ça. Voilà, donc de manière plus ou moins automatisée, on va faire entrer de l'information afin d'être en permanence informé, voilà, pour que ce soit de la veille concurrentielle, prospective, sectorielle, etc., etc. Quel que soit le type de veille, on va pouvoir faire de la méthode push. Avantage, inconvénient, c'est un gain de temps puisque automatiquement l'information vient à vous. C'est une veille qui est continue et régulière, donc ça c'est aussi un côté intéressant. C'est que même quand vous n'avez pas forcément le temps de vous mettre sur de la veille vient à vous. Et donc, elle vous incite un petit peu plus à la travailler, à la consulter. Par contre, c'est moins efficace puisque évidemment, c'est un petit peu plus du tout venant. Et c'est un peu moins précis. Donc, on va avoir beaucoup d'informations à traiter avec ce mode de veille-là. Donc, évidemment, voilà, souvent, on va mélanger la méthode push et l'autre méthode pour avoir une veille un petit peu plus efficace. La deuxième méthode, c'est donc le pull. Donc là, c'est le veilleur finalement qui va rechercher manuellement l'information, évidemment notamment sur les moteurs de recherche, sur des sites aussi références, des sites sur lesquels on sait qu'on peut toujours trouver une information de valeur, de qualité. Et puis on a aussi bien sûr les plateformes sociales sur lesquelles on va pouvoir s'immerger pour pouvoir trouver de l'information. Avantage, inconvénient, l'information est mieux ciblée puisque évidemment vous allez le faire vous-même
manuellement, comme on dit. Vous aurez moins d'informations à traiter, puisque encore vous ciblez beaucoup plus. Par contre, c'est plus de temps et donc plus d'efforts. Il y a moins de régularité, puisque si on vous demande à vous d'aller chercher manuellement de faire de la veille, évidemment, vous le ferez moins que quand vous avez une alerte quotidienne ou hebdomadaire, peu importe. Donc, vous aurez moins de régularité dans votre processus de veille et puis moins de fraîcheur de l'information, puisque quand vous allez chercher l'information, elle peut avoir déjà quelques jours, si vous n'avez pas veillé pendant quelques jours, alors que, bien sûr, avec la méthode push, l'information vient à vous dès qu'elle est créée, donc vraiment dans l'instantanéité. Alors, bien sûr, il faut la consulter rapidement si vous voulez qu'elle reste fraîche. Mais en tout cas, voilà, ce mode-là a quand même cet inconvénient-là de ne pas être vraiment sur de la fraîcheur systématique. Voilà, donc au moins deux méthodes que vous pouvez aussi associer l'une l'autre, comme on l'a dit. Gardez bien à l'esprit que ce passé de veille, c'est rater les échéances et les opportunités qui peuvent représenter le panier que votre entreprise n'a pas encore réussi à passer. Euh, alors, les intérêts de la veille, ben, ça va être donc de capter, de trier de l'information, de repérer les menaces et opportunités, de suivre les innovations, les évolutions des marchés ou les innovations technologiques, de faire aussi évoluer ses collaborateurs. On verra que la destination peut-être de notre travail de veille peut être parfois simplement à visée interne, hein, pour éduquer, former, accompagner ses collaborateurs à plus de connaissances ou de compétences. Ça permet, dans certains cas aussi, de connaître mieux ses prospects, ses clients, pour toujours mieux les satisfaire, évidemment. Ça permet de faire évoluer sa stratégie, notamment quand on fait de la veille concurrentielle. En fonction de son concurrent, on peut aussi avoir envie de faire évoluer sa stratégie. Ça permet d'identifier la même chose, des arguments concurrentiels, hein, pour contrer ou contourner ses concurrents. Puis ça permet de maîtriser son image sur le web et on l'a vu, c'est très important. Les évolutions de la veille qui se fait finalement d'une manière générale depuis toujours, mais évidemment avec le web, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Ce sont les nouveaux formats aussi qui ont fait évoluer cette veille-là. Donc, comme on l'a dit avec YouTube, avec le fait que les débits Internet se sont accélérés, évidemment, la vidéo est devenue le format de l'information privilégiée. Je donne toujours l'exemple. Euh, Moi, je pars le matin pour me rendre sur une formation. Je suis pressé comme tous les matins. J'ai un problème avec ma fenêtre oscillo-battante. Je ne me souviens jamais comment débloquer quand je l'ai ouvert d'en haut et sur le côté en même temps. Elle est bloquée, elle est cassée. Il faut que je ferme ma fenêtre, il faut que je parte. Évidemment que je vais beaucoup plus regarder une vidéo sur laquelle je vais pouvoir avancer au moment où je sais qu'il y a une petite manip pour débloquer ma fenêtre, plutôt que d'aller lire un article dans lequel je vais devoir trouver l'endroit où on m'explique comment faire. Vous voyez, donc la vidéo est devenue dans notre quotidien quelque chose qui est beaucoup plus privilégié que les contenus textuels. Et vous remarquerez aussi, pour la parenthèse, que dès qu'on a un sujet qui se prête à la vidéo, dans Google, on va tout de suite retrouver d'abord des résultats de contenu vidéo en haut des résultats de recherche et ensuite des résultats textuels, puisque c'est ce que privilégient aujourd'hui les consommateurs. On a aussi des podcasts qui sont un format qui sont de plus en plus présents et de plus en plus utilisés dans notre quotidien, donc que ce soit dans les transports, dans la voiture, le soir, dans le lit, peu importe, le matin. Enfin, c'est un contenu c'est des types de contenus qui sont de plus en plus à la mode et c'est aussi des contenus qui vont vous permettre de veiller. Il y a le microblogging, hein, notamment avec les plateformes sociales et notamment Twitter. Les plateformes sociales, le social media, donc là, c'est vraiment le marketing du social media, on en parlera rapidement, fait qu'on a là encore une infobésité en termes d'information sur les plateformes sociales. On cherche toujours à plus vous informer. Alors encore une fois, quand on s'organise dans son processus de veille, eh bien, c'est très intéressant puisqu'on va toujours avoir toutes les informations qu'il nous faut pour avancer et performer. Et dans les évolutions de la veille, on a aussi un principe d'expression libre qui est en même temps un inconvénient, en même temps un avantage. C'est qu'on a le principe d'infobésité dont je vous parle depuis le début, ce qui fait que comme tout le monde a cette possibilité de s'exprimer sur le web, sur différents formats, eh bien, on a plein d'informations. Elles ne sont pas forcément toutes de qualité. Les acteurs sont de plus en plus importants, de plus en plus nombreux, pardon. Et donc, les sources d'informations sont troublées dans le sens où il y a de plus en plus de sources d'informations
Ce qui fait que les sources d'information principales se mettent à devoir créer de l'information toujours plus rapidement. Qui dit créer de l'information rapidement dit manque de sérieux, manque de fact-checking, manque de précision dans les chiffres, dans les dates, etc., dans les informations. Donc, évidemment, ça va compliquer notre processus de veille. Il va falloir, à plusieurs niveaux, vérifier l'information pour avoir une veille qui est efficace. Pour la parenthèse, je répondais à S, parce que j'ai qu'une lettre. Il y aura bien en effet un replay qui sera disponible, donc comme je disais, soit à travers un fichier que j'enverrai, soit vous l'aurez sur mes plateformes sociales. Vous aurez le lien à la fin de cette présentation. Donc, la recherche d'informations sur le web à travers notamment Google, puisqu'évidemment, Google, c'est 93% des utilisateurs dans le monde qui passent par ce moteur de recherche. Pour les 7% qui restent, c'est Bing, c'est Yahoo, c'est DuckDuckGo ou encore d'autres moteurs de recherche. Mais voilà, Google est vraiment incontournable dans la recherche d'informations. Et donc, on va voir surtout comment fonctionne Google pour pouvoir comprendre comment chercher correctement de l'information. Donc, le fonctionnement de la recherche, on va taper une requête, donc des mots-clés dans la barre de recherche de Google. Par exemple, la veille sur Google, recherche donc textuelle. On sait qu'on peut désormais, sur le mobile, avoir aussi de la recherche vocale pour pouvoir finalement dicter les mots-clés de ce que l'on veut rechercher. On sait aussi qu'on a, alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, on a dans l'onglet Plus ici la possibilité d'avoir accès à différents types de résultats. Je vais vous ouvrir. Google Chrome pour que vous puissiez voir. Ça va me gêner. Hop, je vais mettre là. Vous voyez, par exemple, si vous tapez Google Home, qui est un assistant personnel de Google Home. Là, en premier onglet, on va vous proposer dans Google Shopping, puisqu'évidemment, c'est quelque chose qui est très mercantile, le Google Home. Donc, on va vous proposer tout de suite un onglet dédié au shopping. Si vous tapez évidemment Lyon, vous voyez, on va vous proposer en premier onglet Map, puisqu'on va s'adapter évidemment à votre recherche pour vous proposer tout de suite les onglets pour que vous y trouviez les formats et les informations qui vous intéressent. Et donc, je disais, on va avoir dans plus d'autres types d'onglets en fonction de ce que vous recherchez. On peut retrouver des livres sur Lyon, évidemment des flights, donc des vols, et puis aussi des données en termes de bourse notamment. Et puis, dans Outils, vous allez avoir, pour améliorer votre recherche, c'est important à utiliser, des données en termes de langue, si vous voulez des résultats de toutes les langues, ou bien que des pages qui sont en français. On peut aussi avoir de la recherche, par exemple, si je tape moins d'un an, on n'a que des contenus qui ont été créés, vous voyez, il y a moins d'un an. Donc, ça peut vous intéresser en termes de fraîcheur d'information. Quand vous cherchez une donnée, par exemple, juridique ou une info précise, d'une loi, par exemple, qui a été créée il y a 10 ans, évidemment, on va vouloir chercher un article qui est récent, qui ne date pas de la période de la création de cette loi, puisqu'on veut éventuellement avoir les infos si cette loi a été remise à jour, etc. Donc, la date est intéressante dans notre recherche. On peut aussi faire date précise voilà, pour chercher une information d'un contenu qui aurait été créé entre une date et une autre date. Et puis après, on peut avoir des résultats plus précis en mot à mot ou tous les résultats. Je vous conseille de rester sur tous les résultats, sinon vous rentrez dans une technique qui va vous embêter. Et puis, je vous laisserai regarder, mais dans les paramètres finalement de la recherche Google, vous avez un certain nombre de choses pour pouvoir aussi préciser votre recherche. Vous savez qu'on a normalement par défaut 10 résultats de recherche par page de recherche dans Google, mais on peut aussi en avoir 50 si on veut. Dans Google, c'est ici que ça se passe. Et puis après, vous avez tout un tas de paramétrage et notamment au-delà de la langue, vous pouvez aussi avoir finalement la localisation des pages qui vous seront affichées. Ça aussi, c'est un critère qui peut être intéressant. Je reviens sur notre espace de recherche. Hop.
Donc ça, c'est pour les outils, hein. Donc, outils, on l'a vu, paramètres. Désormais, il est dans un petit engrenage, hein, comme je vous l'ai montré. Hop, c'est ici, hein. Voilà pour les fonctions de base, pour la recherche. Sachez simplement qu'une page web d'un site web possède un résultat de recherche indexé, a priori, hein. On verra qu'il y a des exceptions, mais voilà, pour comprendre le principe, c'est vraiment chaque site web a un certain nombre de pages web et chaque page de son site doit être indexée et donc doit bénéficier d'un résultat de recherche dans Google. C'est ce qu'on appelle les SERP pour Search Engine Results Page. Pardonnez l'accent français. OK, donc voilà, vraiment, quand vous avez tous les résultats de recherche qui s'affichent, ce sont un petit peu toutes les pages éventuelles d'un site web, de tous les sites web existants et qui parlent de ce que vous recherchez dans Google. Un résultat de recherche donc pour chaque page de chaque site. Donc, comment ça fonctionne quand on recherche des éléments? Vous serez probablement averti du fait que la plupart du temps, suivant ce que vous recherchez, vous avez des premiers résultats qui ne sont que des publicités, des annonces, hein. Vous voyez quand vous avez marqué annonce là, ce sont des publicités. Ça veut dire que quelqu'un a payé pour apparaître ici. Ça ne veut pas dire que quand on tape click and collect, le site le plus intéressant, c'est site express regicom.fr. Non, ça veut simplement dire qu'il a payé pour apparaître à cet endroit-là. C'est important à savoir pour aller trouver, non pas forcément les résultats les plus des entreprises qui ont le plus de budget, mais bien les résultats les plus cohérents et pertinents aux yeux de Google. Donc là, ce serait a priori celui-là. Le premier résultat qui n'affiche pas annonce. D'accord? Après, vous allez avoir des suggestions de questions. Ça, c'est aussi important quand vous cherchez quelque chose. Parfois, les suggestions de questions peuvent vous permettre d'amener à des résultats qui vous intéressent plus. D'accord. Ensuite, vous allez avoir les points de vente autour de vous, hein, si on parle de quelque chose qui propose, qui peut mener à un point de vente. D'accord. Donc là, tout ça sont des résultats, ce qu'on appelle naturels, à l'inverse des résultats payants, hein, donc qui sont issus de publicité. Là, ce sont des résultats naturels. On a aussi des articles à la une. Donc ça, ce sont les articles liés à la thématique que vous avez recherchée qui sont les plus visités. Donc, ce qu'on appelle à la une, que vous pouvez aussi retrouver dans Google Actualité, dans l'onglet Actualité qu'on a vu à côté de shopping, de images, vidéos, etc. Et puis, tout en bas, en général, vous avez aussi les recherches associées qui, là aussi, vont vous permettre d'avoir d'autres idées pour faire vos recherches, pour trouver l'information si vous ne l'avez pas encore trouvée. Je vais monter ça là. Voilà, donc là, je vous l'ai mis en colonne, hein, parce qu'évidemment, ça, c'est ce que vous faites défiler dans votre page, que vous soyez sur ordinateur ou sur mobile. Donc, comment ça fonctionne en détail? L'utilisateur, vous-même, tapez la requête, donc les mots-clés de recherche, créez un blog facilement, et on va avoir des résultats de recherche qui nous sont présentés. Donc, l'algorithme de Google propose une liste de résultats. Donc, on a dit que ce sont des SERP, hein, donc ce sont les résultats de recherche, sous forme de classement. Hein, d'accord? Donc, c'est bien le numéro 1, c'est celui-là. Donc, le numéro 1 en résultat naturel. Hein. On parle bien de résultats qui ne sont pas des publicités, mais bien des résultats naturels. Un classement selon des critères de cohérence, de popularité et de qualité. D'accord? Donc, c'est ici la page du site web NeoCamino. Donc, c'est la page dans tout le web qui est la plus cohérente, la plus populaire et la plus qualitative quand on cherche créer un blog facilement. OK. Voilà. C'est celle qui a la meilleure note en fait aux yeux de Google en termes donc de cohérence, popularité et qualité du contenu de destination. Donc, évidemment, sachant ça, quand vous recherchez des informations, évidemment que plus vous allez dans les pages, page 2, page 3, page 4, etc., si vous y allez, évidemment, eh bien, moins vous êtes sûr d'avoir une qualité de contenu et une popularité, en fait. Donc, moins un site est populaire, moins a priori, avec des grosses guillemets, a priori, il est de source fiable. À l'inverse, un blog, une page ultra populaire, ultra qualitative qui tombe en premier résultat ne veut pas dire en garantie que c'est une information qui est vérifiée, etc. Google n'a pas la main là-dessus sur la vérification des contenus.
il est simplement là pour vous dire, quand vous tapez «créer un blog facilement», le meilleur résultat en termes de popularité, cohérence en termes notamment des mots-clés et de qualité du contenu, c'est quand même analyser la qualité du contenu de rédaction, et cetera, eh bien, c'est NeoCamino qui est en première position. Voilà. Sachant ça, il faut aussi, voilà, il faut comprendre ça pour pouvoir décider les pages que l'on va ouvrir pour aller trouver l'information que l'on cherche. On ne va pas rentrer trop dans le principe de référencement naturel, puisque évidemment, ça nous prendrait beaucoup de temps. Et puis, ce n'est pas le but de cette intervention. Donc là, on a un résultat de recherche. 3 éléments quand même à connaître. La balise titre, donc qui est en gros le titre d'un résultat de recherche. Là, en l'occurrence, c'est comment créer un blog gratuit, 2 points tutoriel par pas pour réussir. L'URL que vous devez connaître, donc qui s'affiche toujours ici. Désormais, il est au-dessus en fait sur Google la plupart du temps, mais peu importe. C'est donc l'URL de la page si on clique sur laquelle on va arriver. Et puis la balise description qui est les deux lignes qui sont un aperçu, en tout cas qui sont censés faire office d'aperçu de ce qu'on va retrouver sur la page de destination et qui vont donc vous inciter ou pas à choisir ce résultat de recherche plutôt qu'un autre. Donc, balise titre, balise description et URL sont 3 éléments qui vont faire que un résultat de recherche va vous inciter à cliquer ou pas. D'accord? Et donc, c'est aussi ce qui fait le référencement naturel d'une page. Ça ne veut pas forcément dire que les mots que vous avez là, vous allez aussi bien les retrouver sur la page de destination, hein. C'est simplement que le titre et la description qui ont été choisis sont assez impactants pour vous donner envie d'aller voir. Voilà, encore une fois, derrière, ça ne garantit pas la qualité vraiment de l'information en tant que telle. Ça, s'il est bien positionné, ce résultat de recherche, ça valide quelque part la qualité, en tout cas la cohérence en termes de mots-clés de ce résultat de recherche. Par contre, la page, en effet, les informations qu'elle va aborder dans cette page de destination ne sont pas forcément vérifiées. Google ne peut pas vérifier les informations en termes de véracité. OK, donc voilà pour un résultat de recherche. Donc, un résultat de recherche, vous l'aurez compris, représente une page web pour laquelle les mots-clés que vous avez tapés dans la requête, dans la recherche Google, peuvent être présents dans la balise titre, dans l'URL, dans la balise description, dans les titres de la page de destination et dans le corps du texte. Donc, concrètement, et c'est le seul parenthèse que l'on va faire en termes de référencement naturel, si NeoCamino était le premier résultat en termes de requête, créer un blog facilement, c'est que les mots clés créer un blog, je crois que c'était facilement ou gratuit, peu importe, ont été de manière optimum positionnés dans la balise titre que vous avez vue, dans l'URL, dans la balise description que vous avez vue, mais aussi dans les titres et sous-titres de l'article et aussi dans le corps du texte. Donc, en gros, la garantie que vous avez sur la première position des résultats de recherche, c'est que quand vous tapez « créer un blog facilement », le premier résultat va forcément retrouver, on va forcément retrouver les mots-clés dans ces 3 éléments-là, mais aussi dans la page de destination à travers les titres et les paragraphes. C'est en tout cas la garantie que vous avez. Donc, voilà comment fonctionne l'affichage, le classement des résultats de recherche dans Google. Ça va vous permettre aussi de choisir les résultats de recherche pour lesquels vous allez aller chercher de l'information. Donc, vraiment, les mots-clés sont la clé de voûte du référencement d'une page web. Donc, votre veille devra se porter sur les mots-clés qui comptent selon vous pour trouver les bons contenus que vous recherchez. Alors, maintenant que l'on sait ça, on va aussi chercher à optimiser sa recherche puisque c'est la recherche qui va nous mener aux résultats qui nous intéressent. Donc, on va voir quelques petites techniques rapides pour pousser la recherche selon des conditions de critères de format, de date, de domaine, de site web, etc. Premier exemple, donc on va parler des opérateurs booléens pour ceux qui les connaissent. Donc, on a par exemple les guillemets. Donc, les guillemets vous permettent de rechercher une expression. Par exemple, créer un blog WordPress facilement va vous permettre de chercher des contenus dans lesquels les mots-clés créer un blog WordPress facilement sont bien utilisés dans cet ordre-là, selon cet ordre-là et donc avec tous ces mots-clés-là. Donc là, vous recherchez vraiment une expression, un groupe de mots-clés. Donc là, tout simplement, dans Google, vous allez taper entre guillemets
Par exemple, ouverture terrasse, par exemple, puisque c'est très actuel. Donc là, on va vraiment avoir à chaque fois le terme ouverture des terrasses, réouverture des terrasses. Là, c'est plutôt des articles, ouverture des terrasses, etc. D'accord. Alors que si vous enlevez les guillemets, vous aurez une recherche qui sera approximativement la même, mais moins précise. On pourrait avoir toutes sortes en fait, de contenus, même si là, on a un petit peu les mêmes, puisque évidemment, ce sont quand même ceux qui sont à la mode, qui sont chauds aujourd'hui. Mais en tout cas, ce principe-là va vous permettre d'être plus précis que si vous n'aviez pas mis les guillemets. Donc, c'est vraiment utilisation de ce groupe de mots-clés dans cet ordre-là. D'accord. Vous avez aussi le end. Alors, le end, c'est un peu différent, vous permet de chercher des contenus qui présentent le mot-clé blog et le mot-clé WordPress. Donc, il faut forcément qu'il y ait ces deux mots-clés-là dans les contenus. Donc, on l'a vu, hein, dans la balise titre, dans l'URL, dans la balise description, mais aussi dans les titres et le corps du texte de la page de destination. Il faut qu'on retrouve les mots-clés et blog et WordPress. Donc, là encore, c'est une recherche sous condition. Le end permet de vous assurer qu'il y ait ces deux mots-clés-là. Par exemple, vous voulez monter un blog, mais vous voulez le faire avec l'outil WordPress et non pas les autres, enfin en tout cas pas forcément les autres outils. Vous allez taper blog et WordPress, donc end comme ça en majuscule WordPress, pour être sûr qu'on va parler de blog, mais aussi de l'outil WordPress. À l'inverse, vous avez OR, l'opérateur booléen OR, qui va vous permettre, là par exemple dans cet exemple-là, d'avoir des contenus soit qui présentent l'expression créer un blog, or l'expression créer un site. Voilà. Donc là, c'est vraiment, là encore, faire l'un ou l'autre. La condition, c'est qu'il y ait soit l'un, soit l'autre. Si on a l'un des deux, on va vous présenter le résultat de recherche. Ça, c'est un petit peu les principaux opérateurs booléens. Après, on va en avoir des un petit peu plus avancés. Donc, par exemple, on va avoir le site plus URL plus requête. Alors, si je tape site sans espace eskimos.fr, puis plus loin la requête SEO, qui représente le référencement naturel, je vais trouver des résultats qui parlent de SEO, donc de référencement naturel, uniquement sur le site eskimos.fr. Prendre l'exemple. J'ai un peu de mal aujourd'hui avec ma souris. Donc, site eskimos.fr, plus loin, SEO, parce que majuscule ou pas, peu importe. Et donc, vous voyez que à chaque fois dans l'URL, on va avoir des résultats qui mènent à une page du site eskimos.fr. Eskimos. Alors là, on est sur un sous-domaine, mais c'est toujours le site eskimos.fr. Donc, ça peut être intéressant. Vous voyez, si vous tapez d'ailleurs 0 requête, vous ne mettez pas de requête, vous mettez juste site.eskimos.fr. Et ben vous allez avoir a priori tous les résultats de recherche qui vous mènent à une page d'Eskimos. En gros, vous avez toutes les pages d'Eskimos qui vont s'afficher là. Voilà. Donc là, on a tout ça. Ils ont autant de pages que ça, en tout cas qui sont indexées dans Google. Ça n'en fait pas énorme finalement. En tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment une requête sur un site web. Donc, vous avez un site web référence, source d'informations de qualité. Vous voulez voir les articles pour lesquels ils ont parlé, par exemple, de SEO, ou par exemple de Covid, ou ouverture des terrasses, enfin, la thématique qui vous intéresse. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est un premier exemple de recherche un peu plus précise, un peu plus poussée. Vous allez avoir aussi l'in-URL, donc l'opérateur booléen in-URL. Donc, c'est in-URL de points sans espace, plus la requête. Là aussi, sans espace. Donc, vous tapez in-URL, créer un blog, peu importe après la requête que vous tapez. Donc, in-URL de points, par exemple, non, alors on va faire créer un blog. Un blog. Vous voyez, on va avoir dans l'URL systématiquement, vous voyez, si je clique sur celui-là, regardez l'URL, on a bien créé un blog. Et vous voyez comme on ne l'a pas mis entre guillemets, il a juste pris créer blog, ça fonctionne, puisqu'on ne lui a pas demandé qu'il ait forcément créé un et blog.
Donc, ça fonctionne et vous allez l'avoir pour tous. Vous voyez, là, l'URL, c'est pareil, il se termine par créer blog. Voilà, là, on imagine qu'il y a créer blog, etc. Donc là, en fait, vous cherchez que des pages dont l'URL contient les mots-clés créer un blog. D'accord? Donc là encore, recherche plus précise. D'accord? Ça, c'est une autre possibilité. On va avoir le in title. Donc là, vous allez finalement le deviner maintenant que vous êtes plus en connaissance de ça. Le in title, si je mets ici in title, je vais rechercher des contenus dont le titre, donc la balise titre, contient les termes, enfin les mots-clés créer un blog. Vous voyez, à chaque fois dans la balise titre, donc le titre du résultat de recherche, on a créé un blog. D'accord, a priori, il est plus long, c'est pour ça qu'ici, on ne le voit pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment, là encore, pour créer quelque chose, une requête, en fait, là aussi, plus précise. On verra d'autres exemples qui vont nous permettre de faire des recherches plutôt sympas, plutôt précises. Pour la parenthèse, je fais juste une petite pause là-dessus. On est bien d'accord que tout fonctionne, vous m'entendez bien et vous voyez bien l'écran. Si vous pouvez me le mettre dans le chat, ça m'intéresse. Super, merci Elodie, merci Marie. Parfait, donc ça c'était l'InTitle. Encore une fois, vous aurez donc le replay, mais vous aurez aussi le contenu en PDF, donc vous pourrez retrouver tous ces opérateurs booléens. Autre exemple, vous avez le in-text. Toujours dans le même principe, en fait, l'in-text, ça va être, pas besoin d'aller sur Google pour vous l'expliquer, hein. L'in-text, à la différence des autres, c'est on va devoir avoir dans les contenus qui seront affichés, créer un blog WordPress dans le texte de la page de destination. Voilà, quelque part dans la page de destination, vous allez retrouver ces mots-clés-là. Alors évidemment, pas forcément dans cet ordre-là, ou alors il aurait fallu mettre entre guillemets. Mais voilà, là, on s'assure d'une page dans laquelle, dans la page de destination, il y aura dans le texte créer un blog WordPress. Ça, mon texte, c'est bien dans le texte de la page. Un autre opérateur booléen, on a le file type. File type est très intéressant. C'est donc le type de file, hein, vous aurez compris. Donc, sans espace de point, sans espace le format, sans le point hein, de l'extension. Donc, par exemple, pour le format PDF. Et puis, on peut mettre une requête derrière, créer un blog. Ça nous donne... excusez-moi, j'ai un problème avec ma souris quand même. Hop. Vous voyez, par exemple, si je garde créer un blog en requête, mais que je vais mettre file type de .pdf, espace pour séparer les choses, et puis requête créer un blog. Je vais entrer. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez que des résultats sous forme PDF, sous format PDF. Ce qui est intéressant avec cette requête-là, particulièrement avec le format PDF, c'est que vous allez souvent retrouver des présentations comme celle-là, par exemple, des conférences, des formations ou des brochures qui sont accessibles au format PDF sur Internet. Et donc, vous allez pouvoir éventuellement trouver des contenus ultra précis, en tout cas des présentations donc, qui ont été préparées pour un public en particulier, mais vous allez pouvoir les retrouver. Vous voyez, si j'ai mis créer un blog, donc on va avoir tout un tas de contenus qui parlent de créer un blog. Hein. Donc ça vous permet de trouver des petites formations, des petites présentations, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment là aussi un mode de recherche qui est intéressant. Là, par exemple, vous voyez, si je fais in title, créer un blog. Donc là, vous voyez, j'ai juste mis un espace pour séparer les deux opérateurs booléens. Donc, on a file type .pdf sans espace. Donc, les formats devront être en PDF. Et dans le titre, on devra retrouver l'expression créer un blog. Voilà, donc là, évidemment, il ne l'en trouve pas. Hop. Évidemment, parfois, Google va être capricieux avec vos opérateurs. Donc, vous voyez, créer son site. Bon, là, on est en espagnol. Il y a pas mal d'espagnol. Tiens, créer votre site ou blog. Vous voyez, en fait, on a, et à chaque fois, c'est des PDF. Donc, ça, c'est un mode aussi de recherche qui peut être très intéressant. Alors, évidemment, je l'ai fait avec le PDF, mais vous pouvez le faire avec fichier image, fichier Excel aussi, si vous cherchez des tableaux peut-être tout prêts pour gagner du temps. Eh bien, vous allez taper XLSX de mémoire. Voilà, donc là, c'est pour le file type, hein, donc pour le format.
Tiens, il y en a un que je vous ai oublié, qui peut être intéressant aussi. Tout à l'heure, on a dit site eskimos.fr. Donc, on va voir tous les résultats d'Eskimos. Et on a vu qu'on pouvait avoir des sous-domaines, c'est ce qu'on appelle les sous-domaines. En fait, eskimos.fr est le nom de domaine de cette marque-là, Eskimos. Et suivant l'architecture d'un site, on peut avoir des sous-domaines. Là, par exemple, c'est un studio, mais je sais qu'il y a aussi Académie Eskimos, donc c'est la partie formation du site Eskimos. On peut avoir aussi shop.eskimos qui serait une boutique. On peut aussi avoir blog.eskimos. Bref, ce sont des sous-domaines. Et donc, pour contourner ça, on peut avoir domaine eskimos.fr. Et là, pour le coup, hop, on va dire qu'on n'est pas un robot. Là, pour le coup, on va voir que des résultats. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Domaine. Oh, tiens, il ne me l'a pas pris. Voilà, ça arrive de temps en temps. Qu'est-ce qui pourrait être la source? Ou alors, est-ce qu'il n'y a peut-être pas de domaine eskimos.fr? Tiens, bizarre. OK. Et si je mets le monde. Hop, évidemment. Voilà, donc là, bon, concrètement, le principe, il est là, hein, c'est que si le monde.fr a des sous-domaines, comme on l'a vu avec Eskimos, bah là, ils n'apparaîtront pas, on sera que sur le domaine lemonde.fr. Voilà. Donc là, ça vous permet là aussi de filtrer. Et éventuellement, si vous avez donc le domaine blog.eskimos.fr, ça vous permet d'avoir des résultats de recherche qui ne concernent que le blog d'eskimos.fr. Vous avez compris le principe, c'est vraiment intéressant de pouvoir passer par ce genre de recherche. Donc ça, c'est les principales. Si vous tapez opérateur booléen Google, vous allez en trouver encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Ça reste assez technique après, mais déjà, ceux-là vous permettent d'avoir une recherche un petit peu plus optimisée. Bon, ensuite, si on parle de recherche d'informations, on va avoir un problème de fiabilité, hein, on l'a dit un petit peu. Dans l'immensité de ces informations-là, voilà, il peut être assez compliqué de pouvoir identifier les contenus qui sont de qualité, qui sont sérieux, des sources qui soient sérieuses. Alors, on va voir un petit peu comment s'assurer de tout ça. Hop. Donc, évidemment, on va d'abord aussi commencer par identifier l'auteur et sa légitimité et son indépendance, très important aujourd'hui. Donc, évidemment, on va toujours avoir quelque part l'auteur d'un article, hein, d'un contenu. Ensuite, on va pouvoir faire de la recherche sur le nom et le prénom de cette personne-là pour voir un peu son parcours, du coup, pour pouvoir déduire de sa légitimité, et puis voir un petit peu avec qui il travaille pour voir s'il a intérêt à dire telle ou telle chose ou à contourner ou finalement à manipuler un petit peu l'information si tels sont ses intérêts. Ça, c'est des choses qui sont quand même importantes aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, on va chercher à croiser et recouper les infos, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé une info qui nous semble légitime et sérieuse, il faut essayer de la recouper si c'est possible, hein. En général, dès qu'il y a une info qui sort, elle est assez partagée, enfin, elle prend vite de l'ampleur et donc plusieurs auteurs vont la partager. Et donc, le fait de croiser et recouper va vous permettre de vous assurer que si 10 personnes sérieuses disent la même chose, a priori, l'info a toutes les chances d'être sérieuse. Et malgré tout, on a vécu aussi des cas où une dépêche AFP donne une info erronée, une fake news, et puis du coup, tout le monde se base sur l'AFP en disant c'est sérieux, c'est avéré, et pour autant, c'était une fake news. Donc là aussi, on n'est pas à l'abri, mais croiser, recouper va vous permettre de garantir un maximum de fiabilité de l'information. Vérifiez la date de parution. Je vous conseille l'outil Finitimus, donc, qui est une extension web, hein. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, les extensions web, ce sont ces petites choses qui viennent s'installer ici. En gros, suivant le navigateur Internet que vous utilisez, là pour le coup, moi je suis sur Google Chrome, vous allez sur le Chrome Web Store, mais c'est pareil pour Safari ou Firefox ou même Edge. Vous avez des stores d'applications pour le navigateur. Et là, moi, donc vous avez Finitimus qui vous permet, vous voyez, si je vais sur, par exemple, peu importe, un article du Monde, peu importe, hop, je vais cliquer sur cette petite extension Finitimus qui va me dire, vous voyez, que cet article date du 14 mai 2021. Bon, évidemment, on est très actuel sur ces thématiques. Donc voilà, cette petite extension va pouvoir vous donner la date
de la publication quand elle n'apparaît pas. Bon, là, on l'a, mais parfois, sur certains sites, on n'a pas la date. Donc là, avec cet outil-là, il va aller chercher dans le cache web pour pouvoir dire depuis quand cette page a été mise en ligne, en fait. Ça, c'est un outil qui va être intéressant pour vous. Authentifier les images, un autre outil qui va être intéressant, Tinai. Tinai, en fait, c'est un outil qui est beaucoup utilisé à la télé, notamment, pour démonter en fait les fake news. Par exemple, bah, tiens, on va aller voir cette image. Peu importe l'image, mais c'est pour comprendre le fonctionnement. Vous voyez, on a une image qui est retrouvée 3 fois dans tout le web, c'est-à-dire sur 47,3 milliards d'images. D'accord? Elle est présente 3 fois. Et donc, on va pouvoir voir où elle a été postée. Donc, la première fois qu'elle est arrivée en ligne et où, et ensuite, qui l'a ensuite utilisée. Alors, bon, c'est une image que je connais parce que c'était un prestataire à Lyon qui loue des salles de conférences, de formation, etc. Donc, c'est bien lui qui est auteur de cette image. Il l'a postée sur son site. Vous voyez, si vous cliquez, vous arrivez sur la page où est la photo, la salle Saturnin. D'accord? Je reviens, ça charge moyennement. Et puis ensuite, on va voir les sites qui ont réutilisé l'image et voir s'ils avaient finalement le droit d'utiliser, etc. Donc ça vous permet, quand vous avez une image dont vous n'êtes pas sûr, de pouvoir aller trouver sa source. Et c'est aussi comme ça que parfois la télé va démonter une fake news en disant cette image est présentée comme la dernière manifestation, par exemple, pour l'hôpital, sauf qu'en fait, c'est une image qui date de 10 ans, où la situation, bien sûr, était totalement différente. Donc voilà, ça c'est un outil aussi qui va vous permettre d'aller voir d'où vient cette image. Et parfois, vous vous rendrez compte qu'il y a des images qui sont utilisées pendant des années sur des milliers de sites différents, et bien sûr qui prêtent à différentes interprétations en fonction de la situation et de la date. Donc voilà, Tinai, outil très intéressant. C'est un site, hein, alors que Finitimus est une extension web. Ensuite, vous allez pouvoir aussi regarder les incohérences. Parfois, l'URL du site est totalement incohérent avec avec l'information qu'on recherche. Là, ça peut permettre de se dire que le site a créé une page, ensuite il a changé le contenu de la page, mais il n'a pas changé l'URL. Enfin voilà, l'URL même sans trop connaître le fonctionnement d'un site web, en général, on le regarde pour voir si on est bien sur la bonne page. Donc l'URL doit vous donner des signes de cohérence. Les visuels de mauvaise qualité, notamment les pixelisations d'images, ça voudrait dire qu'on a récupéré des images à différents endroits et que du coup, ils ne sont pas dans leur qualité, leur résolution initiale. Et donc, on a repiqué l'information et donc, c'est du contenu de mauvaise qualité forcément. Et donc, ça peut vous mettre le doute. Les coquilles, bien sûr, dans le texte, chose qu'il faut regarder, puisque plus il y a des coquilles, moins on a une rédaction qui est sérieuse. Et donc, plus ça peut porter à, finalement au doute, hein, au doute sur la qualité du contenu. Et puis le ton et le vocabulaire, parfois, peuvent vous rendre compte. Vous voyez, vous avez des sites, notamment sur tout ce qui est théorie du complot ou contenu un petit peu provoquant, polémique. Souvent, vous allez vous rendre compte que le ton utilisé est très vindicatif et pas très corporate, pas très sérieux, on va dire. Et puis le vocabulaire, même les fautes, parfois sont vraiment pas très quali. Et donc là, ça peut vous donner aussi à douter de l'auteur de cette publication. Ça, c'est des choses vraiment pour vérifier la fiabilité de l'information avant de la réutiliser ou de s'en inspirer. Quelles sont les entités qui sont censées être fiables? Évidemment, on a les sites officiels des marques ou des entreprises ou du gouvernement ou des administrations. Voilà. Tout ce qui est site du gouvernement sont censés évidemment donner des informations avérées, hein, voilà, sans rentrer dans la polémique. C'est censé être voilà, hein, avéré. En tout cas, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que le gouvernement pour avoir une information avérée. Les sites de médias reconnus, évidemment, même si là aussi, ça n'est pas une garantie, les sites de médias que l'on connaît tous sont forcément des sources d'informations plus ou moins reconnues, en tout cas plus ou moins fiables. Les livres d'auteurs reconnus aussi, si vous avez des auteurs reconnus sur la thématique que vous cherchez, évidemment, les livres qui sont un petit peu en dehors du web, évidemment, vont pouvoir regorger d'informations plus ou moins sérieuses et auquel cas la veille peut aussi se faire aussi en lisant des livres qui ne seront pas forcément au format numérique. Les magazines importants, ça fonctionne aussi. Les statistiques qui vous sortent d'organismes, soit de sondage ou d'études,
officiels. Voilà, on peut plus ou moins s'y fier. Là aussi, si on peut recouper les informations, c'est mieux. Et puis les différentes études, ça fonctionne aussi. Euh, voilà. Donc, on va pouvoir commencer à mettre en place sa veille. Ouf. Donc, pourquoi il va falloir s'organiser pour faire sa veille? Évidemment, parce que sinon, on a fait face à une perte de temps. On va se déconcentrer, puisque quand on manque d'organisation, eh bien, on perd donc du temps et on se déconcentre et on perd la motivation. On va subir l'infobésité, donc. Et puis aussi, si on ne s'organise pas pour mettre de côté, mémoriser, sauvegarder l'information qui est la bonne, évidemment, elle va disparaître, on aura plus de mal à la retrouver. Et du coup, on a une veille qui est moins efficace. Euh, donc vraiment, on va voir un petit peu comment s'organiser. Donc les principales étapes importantes de la veille. D'abord, le ciblage, on va le voir. Ensuite, la collecte d'informations. Donc, ciblage, on cible les informations que l'on veut. La collecte, on va collecter justement ces informations. Le traitement ensuite pour pouvoir analyser et tirer finalement parti de ces informations que l'on a collectées. Et puis ensuite, éventuellement, ce n'est pas systématique, la diffusion de l'information issue de notre travail de veille. Donc ciblage, collecte, traitement, puis diffusion. Ce sont vraiment les 4 étapes principales. Alors, le ciblage, comment ça se passe? On va définir les besoins et objectifs en termes d'information. Donc, pour là, le cas de Kodak, pour reprendre les cas que l'on a vus tout à l'heure, on va faire une analyse concurrentielle sur le mot-clé photographie, le mot-clé ou l'expression, s'il y a plusieurs mots, photographie. Donc, on va faire de la recherche sur ce mot-clé-là. On va faire de la veille technologique sur les évolutions de la photo, de la veille sectorielle pour cerner les attentes des utilisateurs et de la veille d'image sur le nom Kodak. On remet vraiment Kodak à l'époque d'aujourd'hui, hein, mais vraiment pour voir un petit peu ce que Kodak aurait pu faire avec les outils d'aujourd'hui. Et donc, pour les sources d'information de Kodak, ce sera les ingénieurs influents pour ce qui est de la veille technologique. Ça va être les sites des marques concurrentes, bien sûr, pour la veille concurrentielle. Études des comportements liés à la photo pour l'analyse, la veille sectorielle. Les plateformes sociales. Et puis aussi les forums photos. Dans certains univers métiers, bien évidemment, il y a les forums qui fonctionnent bien. Ça peut être par exemple pour l'automobile, la photo, peut-être les animaux, voilà, où on va avoir des forums où les gens interagissent beaucoup. Et là, on va pouvoir aussi glaner de l'information. Ça, c'est pour le ciblage. On a pris l'exemple voilà, de Kodak. Et les mots-clés que l'on va utiliser pour notre ciblage, ce sera le mot-clé photographie, ce sera l'expression appareil photo. Hein, donc, on est vraiment dans l'époque où Kodak devait faire sa veille, hein, aurait dû faire sa veille. Donc, appareil photo, qu'est-ce que les gens en disent hein, quand on cherche sur Google appareil photo? On aurait mis éventuellement l'opérateur booléen note appareil photo argentique, puisqu'on voulait que de l'info à cette époque-là sur l'appareil photo, mais qui n'est pas argentique, pour voir un petit peu ce qu'en disent les gens, notamment de cet appareil photo qui n'est plus argentique, qui va devenir numérique. Et puis, bien sûr, on tape Kodak aussi pour faire de la veille d'image pour ce qui se dit et savoir ce qui se dit sur la marque Kodak. D'accord, donc c'est vraiment voilà, un ciblage pour Kodak qu'il aurait pu mettre en place à l'époque pour faire sa veille et ne pas se laisser dépasser par ses concurrents pour ce qui est de la révolution du numérique. Le ciblage pour Sega, ça aurait été analyse concurrentielle console sur l'expression console de jeux vidéo, la veille technologique sur les évolutions des consoles, la veille sectorielle pour cerner les attentes des gamers, et puis une veille d'image sur le nom Sega et Sony, qui était donc le concurrent principal, savoir ce qui se dit sur l'un et sur l'autre. Les sources d'infos, aujourd'hui, ce seraient les influenceurs, les sites de Sony, hein, qui vendent du Sony, des études et sondages sur le gaming, hein, pour l'analyse sectorielle, les plateformes sociales, là encore, parce qu'elles sont incontournables, puis les forums de jeux vidéo, là aussi, ça fonctionne beaucoup. Et les mots-clés pour le ciblage, ça aurait été console de jeu, et puis CD, puisque à l'époque, on est vraiment à l'ère de la console qui utilise le CD. En tout cas, pour Sega, la Dreamcast, c'était la première qui utilisait le CD. Et puis, PlayStation était déjà sur le CD depuis la numéro 1.
Donc, on aurait cherché, voilà, on aurait fait une requête Google console de jeu end CD à l'époque. On aurait recherché l'avenir du jeu vidéo pour voir un petit peu ce qu'en disent les gens qui font des contenus sur cet univers. Puis on aurait cherché Sega Dreamcast et Sega et Sony PlayStation, évidemment. D'accord. Et puis pour Coca, on aurait une analyse sectorielle sur la thématique des sodas, hein, ce que pensent les gens des sodas. Une veille sectorielle pour cerner les attentes des consommateurs. Et puis une veille d'image sur le nom Coca-Cola et sur Pepsi, pour voir un petit peu qui remporte l'opinion publique. Les sources d'infos, ça aurait été aujourd'hui toujours les influenceurs, parce qu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Les sites Pepsi, les études des sondages de consommateurs. On aurait cherché sur les plateformes sociales aussi, et puis sur les forums consommateurs. Et les mots-clés que l'on aurait tapés sur Google auraient été, bien sûr, soda and cola. On aurait tapé Coca-Cola or Coke, puisqu'il y avait les deux termes pour parler de Coca. Et puis, on aurait tapé aussi Pepsi pour voir ce qui se disait sur Pepsi. D'accord. Voilà pour le ciblage. Donc, ensuite, une fois qu'on a déterminé les mots-clés, les endroits où on va faire notre ciblage, en tout cas notre collecte, les forums, les différents sites d'influenceurs, etc., on va choisir nos outils de collecte. Donc, on va avoir évidemment la recherche manuelle, les agrégateurs que je vais vous présenter, qui vous permettent une méthode donc en push, donc plus ou moins automatique, les alertes mail, pareil, et puis les plateformes sociales, là aussi, plutôt en méthode pull, puisque c'est nous qui allons aller chercher sur les plateformes sociales les informations. Donc là, vous choisissez vos outils de collecte, vous pouvez aussi les associer entre eux. Et puis, on va paramétrer un peu plus précisément les requêtes. Donc là, par exemple, créer un blog, or créer un site. On l'a vu tout à l'heure, parce qu'on se rend compte que ceux qui veulent apprendre à créer un site, ils se rendent compte que dans les contenus, parfois on parle de blog, parfois on parle de site. On va taper par exemple entitle entre guillemets créer un blog, pour avoir vraiment des résultats dont le titre porte cette expression-là. On peut aussi, je ne vous l'ai pas mis dans les opérateurs booléens, parce que vous l'avez dans les outils de la recherche Google, vous pouvez mettre after 2019, créer un blog. Donc là, on va avoir que des contenus qui ont été créés après 2019. Mais encore une fois, vous l'avez, on l'a vu dans les... je n'arrive pas à revenir, vous l'avez évidemment. Si je reviens en arrière. Vous l'avez donc dans outils, on aurait pu mettre moins d'un an, ou on aurait pu mettre des dates précises à partir de 2019, tous les contenus qui parlent de comment créer un blog. Et puis, hashtag Eskimos, qui va fonctionner aussi sur Google, c'est retrouver tous les contenus sur les plateformes sociales qui ont hashtagué Eskimos, Eskimos qui va parler de référencement naturel des sites web. Donc, on peut décider de retaper ce hashtag-là, Eskimos, dans Google pour pouvoir voir remonter des résultats de recherche qui mentionnent ce hashtag-là. On va affiner nos requêtes. On va affiner nos requêtes. Et donc, à partir du moment où on a trouvé nos outils de collecte, qu'on a fait notre ciblage, on va pouvoir faire entrer de l'information. Alors, la collecte, évidemment, elle va se faire avec le matériel que vous souhaitez, même si je vous conseille évidemment d'être sur du numérique. Certains vont faire de la note papier pour noter des informations, noter des inspirations, simplement éviter de les garder sur carnet si vous aimez gribouiller, on va dire. Mettez-les ensuite évidemment dans le numérique, puisque dans le digital, puisque ensuite c'est ce qui va vous permettre d'y retourner plus facilement, de l'archiver, de le retrouver 1 an après, 2 ans après, etc. Donc vous pouvez aussi faire des enregistrements magnétophones. On verra qu'il y a des outils ensuite pour les mettre dans un bloc-notes, ces enregistrements magnétophones. Et puis smartphone, ordinateur portable, évidemment. Donc les agrégateurs, je l'ai évoqué, ça fait partie des outils principaux du travail de veille. Sans rentrer trop dans de la technique, l'agrégateur s'appuie sur le flux RSS d'un site pour afficher chaque nouveauté sur ce site-là. Donc, en fait, pour comprendre, l'agrégateur, c'est simplement apporter la fonctionnalité de notification à un site web.
On est d'accord que quand on est sur une plateforme sociale, s'il y a une nouveauté, d'une manière ou d'une autre, on est alerté. Alors que sur un site web, quand un site web que vous suivez régulièrement met un nouvel article en ligne, vous n'allez pas être alerté, si ce n'est par une newsletter, si vous êtes inscrit à une newsletter, mais si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas l'information, c'est à vous d'aller voir sur le site web s'il y a des nouvelles actualités. Donc l'agrégateur vous permet, à travers le flux RSS, d'obtenir d'être alerté sur une nouveauté sur un site web. Donc c'est quelque chose qui est intéressant justement pour cette web pour la veille sur le web. Donc, l'agrégateur ne peut renvoyer que des informations de sites web qui soumettent un flux RSS. On verra que ce n'est pas le cas de tous les sites, hein. Après, les grands sites d'information ont forcément un flux RSS, on va le voir, mais il faut absolument que le site web ait soumis et proposé un flux RSS pour que vous puissiez vous y abonner. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez vous abonner à des flux RSS de tout un tas de sites web. C'est finalement un fichier XML qui vous envoie l'information dans votre agrégateur à chaque fois qu'un site A, B, C, D ou autre a créé une nouvelle page, une nouvelle information sur son site web. Donc, des agrégateurs, il y en a plus qu'il n'en faut, hein. Vous allez avoir tout un tas de possibilités, d'outils à trouver suivant votre convenance. En fait, c'est un URL que vous allez récupérer pour pouvoir vous abonner à ce flux RSS. On va voir comment ça fonctionne en détail. Alors, je vous en ai mis 4, des outils agrégateurs. Ils sont tous plus ou moins gratuits, mais de manière assez limitée. D'accord. Simplement, NetVibes n'est pas disponible sur le mobile. Ce qui est intéressant avec les 3 autres, c'est que ce que vous captez comme information sur votre ordinateur, vous y aurez accès sur votre mobile et inversement, et c'est ça qui est intéressant. Moi, je vais vous montrer Feedly. Pour moi, c'est l'un des plus intuitifs. Moi, je l'ai pris en forfait pro, donc il est payant pour débloquer un petit peu des fonctionnalités, mais de manière gratuite, vous allez pouvoir commencer quand même à l'utiliser. Alors, en gros, j'ai cliqué sans le vouloir, mais ce n'est pas grave. En gros, vous allez pouvoir trouver des flux RSS sur tous ces sites-là déjà, ces sites éventuellement d'information ou des grandes administrations. Alors si par exemple, je vais au Sénat, vous voyez sur la page sénat/rss.html, on a les différents flux RSS en termes d'infos. Donc, vous voyez, on a les derniers rapports, les derniers projets, les derniers communiqués de presse, dernières vidéos, dossiers législatifs, etc. Et si je clique par exemple sur le flux RSS dernier rapport, clique dessus, vous voyez, il m'ouvre une petite fenêtre. Donc, le lien, c'est celui-là. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que c'est vraiment le même que celui-là. Vous prenez là ou là, peu importe, vous le copiez. Et puis, ensuite, vous allez aller dans votre agrégateur. Donc là, on est sur feedly.com. Et vous voyez, par exemple, je vais faire ici plus, donc follow new sources, donc suivre de nouvelles sources. Et ici, je vais coller ce lien de flux RSS. Et vous voyez, il me dit source, Sénat, dernier rapport. Je clique dessus. Et puis là, je vais pouvoir faire follow. Et par exemple, je vais mettre, je ne sais pas. Alors, on n'a pas là ici, j'ai pas ici de feed un peu lié à ça. Mais bon, on va mettre peut-être, bon, peu importe. Je vais créer une new feed. Je vais mettre info. Create. Et donc, je me suis en fait abonné au Sénat dans mon feed info. Vous voyez, ici, on a la source Sénat, dernier rapport, dans mon feed. Donc, c'est un flux, hein, feed, dans mon feed info. Et donc, dans mon feed info, je peux venir ajouter tout un tas de nouvelles sources autres que le Sénat. D'accord. Et si je clique dedans, donc on a tous les derniers articles, vous voyez, qui vont m'arriver en provenance donc du Sénat, des derniers rapports. Ouais, je clique dedans et je vais avoir à chaque fois. Alors là, en général, on a un article résumé, puis après, on peut aller voir directement la page de destination. Donc, encore une fois, vous allez avoir votre agrégateur sur votre ordinateur ou votre mobile qui va vous alerter, comme quoi il y a 9 derniers articles sur Sénat qui viennent d'être créés. D'accord. Et vous pouvez vous faire donc des feeds un petit peu différents comme ça, à base de flux RSS. Vous voyez, par exemple, sur Le Monde, pareil, hein, sur Le Monde, si je fais, si je tape par exemple, vous voyez, en général, ce n'est pas toujours évident à trouver les flux RSS d'un site web, mais en cherchant un peu, on y arrive. Si ça veut bien partir, je vais taper RSS, ça ne veut pas.
C'est là, évidemment, RSS. Les flux RSS du monde.fr. Vous voyez, donc là, on a une page dédiée à ça. Et vous voyez, tous ces liens-là, ce sont en fonction des types d'actualités des flux RSS. Je vous donne un exemple, par exemple, la une internationale. Là, on a le lien RSS pardon, du feed donc, du monde qui parle d'international. Donc là, pareil, je peux revenir dans mon flux RSS, dans Info. Je vais mettre hop, nouvelle source. Je vais coller mon flux RSS international, toute l'actualité sur le monde. Vous voyez, c'était bien le flux RSS qu'on a sélectionné. Je clique dessus et je vais faire follow et je vais le mettre dans Info. Je peux le mettre dans d'autres feeds d'ailleurs en même temps. Là, je vais le mettre dans Info et vous voyez, on a une autre source qui arrive et hop, j'ai tous les articles qui parlent de l'international sur le monde.fr. Donc, en gros, vous voyez, si je tape sur Google, par exemple, le monde flux RSS, vous voyez, on va tout de suite trouver la page qui recense les flux RSS d'un site web, s'il en a créé. Donc, vous tapez simplement le nom du site et flux RSS. S'il a créé des flux RSS, ce site-là, ils vont remonter. Vous allez sur la page et vous avez tous les flux RSS qui vont vous intéresser. Donc, vous voyez, c'est vraiment… Bon, après, le fonctionnement, il est simple sur Feedly. Vous avez ici les flux, les feeds. Donc, c'est des dossiers, finalement, de sources d'infos. Moi, par exemple, dans le marketing digital, j'ai, vous voyez, 3 sources. Et avec à chaque fois, quand je clique dedans, si je clique dessus, j'ai tous les articles mêlés. Et si je clique sur une source, j'ai que les articles de cette source-là. D'accord ? Si je fais All, j'ai tous mes articles de toutes mes thématiques qui m'intéressent qui sont là. D'accord ? Et encore une fois, vous l'avez sur mobile, donc c'est vraiment intéressant. Bon, bien sûr, on peut les read later, on peut les mettre en favoris, on peut les marquer comme lu pour qu'ils ne s'affichent plus, etc. Voilà, c'est un outil assez simple qui, en gratuit, va vous permettre déjà de faire un certain nombre de choses. Vous avez toutes ces listes-là, déjà cette liste-là de flux RSS existants. Puis, comme je vous l'ai dit, vous tapez flux RSS et le nom du site et vous allez pouvoir trouver des flux RSS, ils existent. Et en général, quand ils existent, vous avez ce genre d'icône sur le site web. Vous cliquez dessus et en général, on va vous permettre de vous abonner à un flux RSS en cliquant dessus. Voilà. Donc c'est de la technique qui, mine de rien, voilà, c'est pas très complexe quand on a compris le principe. Et ça vous permet de faire rentrer de l'information de manière plus ou moins automatique. Vous avez aussi 2 autres outils qui vont vous permettre de suivre les informations à travers toujours un flux RSS d'une chaîne YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube qui diffuse des informations intéressantes, vous avez le Hollandais volant, c'est un petit outil, vous voyez. Vous collez l'URL de la chaîne qui vous intéresse et là, vous allez avoir le flux RSS qui va se créer, vous le copiez, vous faites ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, vous ajoutez une nouvelle source et vous allez avoir donc toutes les dernières vidéos dès qu'elles vont apparaître qui vont arriver dans votre agrégateur. Ça, c'est intéressant. Si votre recherche d'infos, elle peut se faire via vidéo, c'est un outil intéressant. Et puis, vous avez aussi le Keep It Simple, qui est un outil pour faire remonter dans votre agrégateur les Google Actualités. Alors, je vous laisserai aller sur cette page-là. Vous l'aurez donc dans le contenu de formation. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Vous arrivez sur cette page. Vous lisez cet article-là et en gros, vous avez, vous voyez, c'est un petit fichier XLSX où en gros, vous allez taper, comme si vous étiez dans Google, votre recherche et puis le fichier XLSX va vous donner un flux RSS automatiquement généré que vous collerez dans votre agrégateur et qui vous fera apparaître dans votre agrégateur toujours les nouveaux résultats en termes d'articles de la requête que vous avez mis dans le fichier. Vous verrez, c'est assez bien expliqué. Vous cliquez, vous téléchargez et c'est assez bien expliqué. Ça vous permet de faire remonter donc les derniers articles de Google Actualités sur une thématique qui vous intéresse. Alors, je vois qu'il y a des questions. On peut mettre des filtres pour n'avoir que les rapports du CNOS contenant un mot-clé. Alors, on ne peut pas faire ça, non, sur Feedly. Non, on ne peut pas faire ça. Là, il faudrait vraiment le faire plutôt en recherche manuelle, comme on l'a vu avec les opérateurs booléens, sur Google. Elodie, on peut filtrer le contenu du flux RSS pour être plus précis par mots-clés, exclusion par mots-clés. Okay, donc c'est plus ou moins la même question. Voilà, ça va être plutôt sur Google que vous allez pouvoir faire ça, cette recherche plus précise. Et c'est ce qu'on disait finalement en intro, c'est que l'agrégateur, donc c'est du push, donc c'est les informations qui viennent automatiquement à vous, donc forcément il y a plus d'infos.
C'est un peu moins précis, mais du coup, c'est plus régulier et plus automatique. OK. Un autre outil qui est très, très intéressant, Kill the Newsletter. C'est un tout petit outil. Vous allez sur cette page, killthenewsletter.com. Vous entrez un nom de newsletter. Par exemple, allez, je vais mettre que je veux, par exemple, SEO. SEO, donc le référencement naturel. Je fais Create Inbox. Vous voyez. Et donc là, en gros, j'ai créé une inbox SEO. On m'a créé un email, celui-ci. Je fais copier, je peux me le mettre de côté. Moi, je me le mets en général dans un carnet de notes. Et qui fait que dès que je veux m'inscrire à une newsletter qui parle de SEO, je colle ce mail-là. Ça m'évite de spammer ma boîte mail, hein, d'accord, comme on l'a un peu tous. Et du coup, en fait, au lieu d'arriver dans votre boîte mail, il va arriver à travers ce flux RSS-là. Donc, vous allez là encore coller ce flux RSS dans votre agrégateur. Et donc, au lieu d'arriver dans votre boîte mail, ben, ces contenus-là qui sont soumis, qui sont dans une newsletter habituellement, vont vous apparaître dans votre agrégateur. Donc, voilà, ça permet de ne pas vous spammer. Et c'est une adresse mail qui est générée automatiquement, mais qui ne vous arrive qu'à vous, évidemment. C'est un petit outil très simple. Je vous conseille juste de noter bien. Vous copiez votre adresse mail, vous la collez dans un carnet de notes. Comme ça, dès que vous voulez vous inscrire à une newsletter sur la thématique SEO, vous pouvez coller ce mail-là pour vous inscrire à la newsletter. Et puis, vous pouvez créer, bien sûr, autant d'inbox avec cet outil que vous le souhaitez. Voilà, donc si vous avez un doute, vous aurez dans le contenu ici les étapes. Vous donnez un nom, vous copiez l'adresse qui vous aura été générée pour l'inscrire à chaque fois que vous voulez vous inscrire un emailing ou une newsletter, et puis vous copiez l'URL de votre flux RSS que vous allez le coller dans votre agrégateur. Petit outil très simple, mais finalement assez utile. Pas de souci pour ceux qui doivent quitter la conférence. Google Alert. Donc, Google Alert, c'est un outil aussi qui va vous permettre là de vous faire le principe d'une alerte sur un mot-clé ou des mots-clés. Google Alert, voilà, c'est un peu mal tapé. Hop, voilà, vous allez sur Google Alert. Outil très simple et gratuit comme tous les outils de Google. Vous tapez par exemple, je veux m'informer sur l'ouverture. Non, par exemple, je ne sais pas. Allez, on va mettre déconfinement. Encore une fois, c'est d'actualité. Ah, décidément, j'ai du mal. Voilà, j'affiche les options. Donc, je vais recevoir en fait par mail. J'inscris mon mail ou je peux, vous le voyez aussi, avoir un flux RSS. Là aussi. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé par mail. Je vais recevoir une fois par semaine un mail qui me présente les derniers contenus qui parlent de déconfinement. D'accord ? Donc là aussi, on peut évidemment faire du booléen et mettre déconfinement à Lyon. Donc là, on va voir que des contenus qui parlent de déconfinement à Lyon. Source automatique, on peut décider de préciser ou pas. Langue, région, nombre de résultats, tous ou seulement les meilleurs. Et puis là encore, soit via mail, soit en flux RSS. Vous créez l'alerte et vous allez recevoir une fois par semaine un mail qui vous donne les derniers résultats en termes de pages web qui parlent de déconfinement à Lyon. Outils gratuits, les outils Google, même si on peut avoir une certaine rancune contre Google, évidemment, c'est toujours des outils très complets et surtout gratuits, ce qui n'est pas vraiment une généralité sur le web. Alors, on a fait notre ciblage et notre collecte. Ensuite, on a de l'information qui rentre. On va chercher à le traiter, évidemment. Donc, agglomération, tri de l'information, analyse, organisation de l'information. Je vous conseille un certain nombre d'outils pour ce qui est de la prise de notes, de la gestion de vos favoris web, la gestion des données qui rentrent dans votre process de veille, qu'ils soient en push ou en pull. Vous avez, vous allez avoir, alors moi je vais faire ça pour vous montrer justement OneTab. Voyez ici, tac, 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 je vais tout restaurer. C'est tous les outils que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer cet outil-là que j'utilise là à l'instant. Tout restaurer, comme ça on a tout ce qu'il nous faut. Donc on a OneTab, donc, que je suis en train d'utiliser.
OneTab vous permet, donc là encore, c'est une extension web qui vient se trouver ici, c'est ce petit entonnoir, qui vous permet quand vous avez plein d'onglets ouverts, vous avez fait justement votre process de veille, vous avez cherché tout un tas de choses, plein de pages ouvertes, vous devez arrêter votre session de travail, fermer l'ordinateur, que sais-je. En cliquant sur OneTab, il va automatiquement vous réduire tous vos onglets en un seul onglet et il va vous les recenser comme je viens de le faire. Là, c'était tous mes onglets ouverts. Il me les a tous mis là et je peux ici référencer cette session de recherche en mettant atelier la fabrique, par exemple. D'accord. Il y a bien sûr date et heure. Si je clique à chaque fois sur chaque lien, il va le rouvrir. Si je clique sur la croix, il va me l'effacer de la liste. D'accord, je peux tout restaurer d'un coup ou tout supprimer d'un coup. Voilà. Donc, c'est vraiment un petit outil très, très léger, là encore gratuit. Moi, vous voyez, c'est une sorte de gestion d'onglets ouverts ou favoris, comme on veut, que j'utilise depuis des années. Donc, j'ai des recherches référencées depuis des années. C'est très léger comme outil. Voilà, donc ça, c'est OneTab, que vous allez retrouver sur tous les navigateurs web. Là, c'est sur Chrome, mais vous les avez sur un peu tous les navigateurs. Vous avez Digo, qui est une autre extension web que je n'ai pas installée moi là, mais en gros qui vous permet de faire sur n'importe quelle page web, vous voyez, du surlignage. Vous voyez, vous pouvez faire des captures d'écran, donc du surlignage, vous pouvez mettre des petites notations qui fait qu'en fait, à chaque fois que vous allez retourner sur cette page web là, eh bien, vous allez retrouver tout de suite vos notes sur la page. Attention, cet article-là, ce paragraphe-là est intéressant. Là, j'avais mis telle info là-dessus. Voilà. Et donc, bien sûr, on va retrouver une gestion des favoris dans Digo qui fait qu'on peut retourner à des pages qu'on avait mémorisées avec les notes qu'on avait inscrites dedans. C'est un petit outil qui est sympa. Moi, je ne l'utilise pas, à vrai dire, mais qui est intéressant suivant nos intérêts. Vous avez aussi Clearly, gestion des abonnés, là encore, qui est, selon moi, très intéressante. Est-ce que je vais la voir? Maintenant, évidemment, elle est là. Vous voyez, si j'ouvre un nouvel onglet, automatiquement, il m'ouvre mon Clearly. Clearly, c'est une vision horizontale de mes favoris. Donc, je peux créer, bien sûr, des dossiers de favoris. Et puis, je peux créer des boards. Donc, moi, j'ai un board pro, un board perso. Vous voyez, et à chaque fois, on a vraiment par dossier les différentes. Ça, à chaque fois, ce sont des pages qu'on peut renommer pour bien qu'elles soient bien accessibles, qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière cette page. On clique dedans, on va l'ouvrir évidemment. Et puis, on peut, là, vous voyez, si j'ai des onglets que je veux venir mettre dans mon Clearly, je fais Open Tabs. Vous voyez, par exemple, si j'ai, je sais pas, cette page-là que je veux mettre, je la clique et je la dépose pour la mettre dans le dossier que je veux. Voilà. C'est un outil assez simple, pareil. Par contre, là, c'est payant. Vous avez, c'est payant à l'année. C'est pas très, très cher, hein. Par contre, vous avez un mois gratuit pour l'essayer, pour vous décider. OK pour Clearly, donc pareil, extension web. Vous avez Evernote que je vous conseille vivement, qui est un logiciel espace en ligne, application mobile. Donc vraiment, vous allez pouvoir avoir votre Evernote un peu partout. Moi, je l'ai là, mon Evernote, vous voyez. Donc, c'est vraiment un carnet de notes, en fait. En gros, vous avez des notes, des carnets de notes. Donc, c'est un outil vraiment enrichi pour la gestion des notes. Donc, on a des carnets de notes, donc c'est des dossiers de notes, des notes. Dans les notes, on va pouvoir mettre des audios, on va pouvoir mettre des listes à puces, on va pouvoir mettre des tableaux, on va pouvoir mettre des images, des vidéos, enfin, tout un tas de choses, des liens URL évidemment. Et ça va vous permettre vraiment de gérer dans le temps votre prise de notes. Vous voyez, moi, si je recherche vous voyez, URSAF, je vais retrouver toutes les notes, mais depuis des années, que j'ai pu dans lesquelles j'ai pu utiliser le mot-clé URSAF. C'est vraiment quelque chose qui est voilà, enfin, c'est le leader de la prise de notes, Evernote. Et le dernier point là-dessus, c'est que vous avez une petite extension web qui vous permet, ouais, par exemple, si je suis là, quand je clique dessus, de venir envoyer sans aller dans mon Evernote directement le contenu de ma page. Alors, soit tout l'article, soit l'article simplifié, vous voyez, comme ça, soit toute la page, soit je le mets en favori, soit je prends une capture d'écran, par exemple. Hop, automatiquement. Et là, il va me l'envoyer avec un nom de note. Il va me l'envoyer dans le carnet de notes que je décide. D'accord? C'est vraiment un outil super sympa. Là aussi, il est totalement gratuit dans une limite de données qui est vraiment large parce que je n'ai jamais eu à payer alors que j'ai des notes, j'ai des milliers de notes dans mon Evernote. C'est vraiment un outil que je vous conseille. Le dernier pour de la prise de notes, c'est Evernote.
Pardon, Evernote, c'est pardon, GetPocket. Pareil, je suis sur une page, j'ai cette extension web là, je clique dessus, je vais mettre par exemple un label hein, pour toujours mieux m'organiser, prise de notes, je valide et c'est OK. Elle se met en rouge pour dire que cette page a été mise dans GetPocket et puis je vais pouvoir aller ici en ligne sur ma GetPocket list et ici je vais retrouver donc toutes les pages que j'ai mémorisées. Et ce qui est pour moi, l'outil intéressant, c'est que les tags, donc les labels dont je vous ai parlé à l'instant, fait que si je veux retrouver des contenus que j'ai mémorisés sur le label marketing digital, je clique dessus et j'ai tous les articles que j'ai mémorisés sur le marketing digital. D'accord? Donc, encore une fois, en termes de mots-clés, ça vous permet de vous organiser sur les contenus que vous mettez de côté pour pouvoir les retrouver facilement, notamment avec ces labels-là. Et surtout, le point important, c'est que GetPocket, c'est une application aussi mobile, ce qui fait que quand vous avez une page web sur votre mobile que vous trouvez intéressante, c'est toujours la difficulté de comment est-ce que je vais me l'envoyer pour pouvoir y revenir plus tard. On va se l'envoyer par mail ou par WhatsApp. Ben là, en fait, vous allez pouvoir, dans votre outil de partage de votre mobile, vous savez, quand vous faites le clic sur partager, on va vous proposer par mail, par WhatsApp, etc. Là, vous allez avoir, si vous avez l'application Pocket, on va vous proposer l'application Pocket, vous cliquez dedans, et de la même manière que je l'ai fait moi, on va vous proposer éventuellement de mettre un label ou pas, un tag, et donc vous allez pouvoir retrouver ensuite, quand vous serez sur votre ordinateur, la page que vous avez mémorisée. C'est vraiment un outil synchronisé, là aussi gratuit, qui est vraiment intéressant. Le dernier point, c'est si vous êtes comme moi à regarder des recettes sur le mobile, quand vous cuisinez, eh bien, il y a un côté intéressant. Alors, on le verra moins là parce qu'on n'est pas sur mobile. Mais vous voyez, en fait, il va. Alors là, ça fonctionne moins bien. Marmiton, je crois que ça marche bien, Marmiton. Et ben non, là, ça ne fonctionne pas. Tant pis. Hop. En gros, vous voyez, il vous simplifie quand même le contenu, il vous enlève normalement les pubs. Bon, là, ce n'est pas vraiment le cas. Sur mobile, ça marche bien. Le fait de regarder vos recettes à travers votre Pocket, il vous enlève, c'est souvent le problème sur les mobiles, toutes les pubs et toutes les choses qui ne sont pas ce qui nous intéresse. Donc, on veut voir la liste des ingrédients et les étapes. Voilà. Et donc, Pocket vous permet ça. Je reviens en arrière. Hop. Vous voyez, en général, il vous fait un article simplifié Pocket. Donc, ça vous permet de… Voilà. Pour les recettes, je trouve que c'est très impactant. Voilà, ça c'est un dernier petit outil en termes de prise de notes. D'accord, donc là on les a tous vus, donc ça va vous permettre quand même de mémoriser l'administrateur Monoprix, dommage. Ah oui, alors par contre, ceux qui ont des limites par rapport à leur ordinateur, je ne pourrai rien faire pour vous. Ouais, ça c'est un peu dommage. Oui, et on a oublié SideNote aussi, qui est un super outil. Bienvenue dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisque je vais vous Alors présenter évidemment, le il m'a lu logiciel la que vidéo, j'utilise ça ne pour m'intéresse pas. SideNote, c'est un tout petit utilitaire, sidenote.me. Vous voyez, vous faites un petit compte, c'est gratuit là aussi. Vous faites une nouvelle note, vous collez l'URL de la vidéo, d'accord, que vous voulez noter. Et en fait, vous voyez, je retourne dans ma librairie, ça c'est les notes que j'ai prises sur des vidéos. Par exemple, une vidéo sur Evernote, hop, je vais pouvoir la revisionner. Et ici, j'ai mes notes en fait que j'ai prises en regardant ma vidéo. Donc, c'est souvent la difficulté quand on regarde une vidéo, il faut prendre des notes sur les infos que l'on glane. Donc là, vous voyez, je lis ma vidéo. Bienvenue dans une vidéo un petit peu Enfin, le particulière. son. Et si je fais ici Show Hide Keyboard, là, ici, vous avez par exemple, donc là, la vidéo se lit, hein, d'accord, peu importe, on n'a pas mis le son. Vous voyez, quand on est ici dans Edit, on va pouvoir rentrer nos notes. Et si je utilise le raccourci CTRL-I, donc ça marche sur Mac et sur Windows, hein, vous allez ajouter un marqueur au moment, en fait, où vous voulez le mettre sur la vidéo. Donc là, on est à 1,9, enfin 1 minute 9. Donc, je vais faire CTRL-I. Et là, vous voyez, il m'a mis automatiquement la balise sur laquelle je vais mettre, par exemple, bonne info. Et je vais pouvoir faire ça tout le long de la vidéo pendant que je regarde la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, quand je vais revenir ultérieurement sur ma vidéo, je vais pouvoir avoir ici à cliquer directement, tout simplement, vous voyez, sur la minute 3,13 où il y a apparemment une bonne astuce. Ça vous permet donc de passer d'étape en étape sur les infos intéressantes de la vidéo et puis d'avoir l'info précise ici que vous aurez tapé. Outil très simple, léger et gratuit. Donc, encore une fois, nouvelle note, vous collez l'URL de la vidéo
Et puis, librairie, ce sera toutes les notes que vous avez déjà prises sur des vidéos. Voilà, petit outil sympa. Et encore une fois, j'insiste, gratuit. On va terminer sur la veille social média puisqu'on est vraiment limite en temps. La veille sur social média va être intéressante puisqu'on l'a vu, il y a plein d'informations fraîches sur les plateformes sociales, donc réseaux et médias sociaux. Donc, le fait de suivre des comptes, des pages, des groupes ou des hashtags qui vous intéressent, sur la thématique qui vous intéresse, permettent de capter automatiquement, plus ou moins automatiquement, des informations qui vous intéressent sur ces différentes plateformes-là. Donc, pour résumer, on s'abonne éventuellement aux pages, comptes, chaînes, entreprises influents dans votre domaine. On va faire de la recherche ciblée de hashtags ou de mots-clés tout simplement dans la recherche des différentes plateformes. Je donne l'exemple de Facebook éventuellement. Il faudrait éventuellement l'ouvrir surtout. Hop, on est là. Hop. Par exemple, sur Facebook, je vais rechercher peut-être Covid, parce que malheureusement, c'est encore un peu d'actualité. Et évidemment, je vais pouvoir avoir des infos, soit de personnes qui parlent de Covid, soit de publications qui parlent de Covid, de photos, de vidéos, de pages qui parlent de Covid. Donc là, par exemple, on va avoir les pages du gouvernement, Canadiens en santé qui parlent rapidement de la Covid, Covid-19 Tunisia, bon voilà. Et puis, si on fait de la recherche hashtag, ce sera encore plus précis puisque ce sera des personnes ou des pages ou des contenus qui font référence au hashtag Covid. Vous voyez là, et qui sera forcément toujours présent dans les publications que vous allez retrouver. Donc ça, c'est aussi une manière de faire de la veille. Hop, je reviens en arrière. Vous allez aussi enregistrer les contenus. On va voir comment faire. C'est important aussi dans votre veille, justement de la collecter de cette manière-là et de la mettre de côté. Et participer à des groupes, c'est aussi très intéressant. Devenir membre de groupes qui sont sur des thématiques qui vous intéressent, ça permet aussi de s'informer et d'informer. Donc, sur Facebook, quand vous avez une publication qui vous intéresse pour votre veille, vous avez les 3 petits points en haut à droite d'une publication et vous allez pouvoir enregistrer le lien. J'ajoute aussi que vous allez pouvoir donc avoir des collections. Vous voyez, moi, j'ai une collection qui s'appelle Marketing Digital. Donc, quand j'enregistre des choses, ils apparaissent ici dans mes enregistrements et vous pouvez créer tout un tas de collections. Et vous pouvez même inviter quelqu'un avec qui vous êtes en relation sur Facebook pour pouvoir lui faire participer à votre collection et que chacun puisse venir mettre des contenus dans cette collection. Ça, c'est intéressant quand on travaille à plusieurs sur la veille. Donc, ça, c'est pour Facebook. Sur Insta, c'est possible aussi. Vous avez le marque-page en bas de chaque publication. Pareil, sur Instagram, vous allez pouvoir créer des collections. C'est finalement des dossiers d'enregistrement pour Instagram. Vous l'avez aussi sur Twitter. Twitter, c'est un peu différent. Vous allez cliquer. Alors, c'est ça qui me gêne. Tout en bas. Alors, je vous montre parce qu'en effet, c'est un peu moins visible. Bon, peu importe. Ok, vous voyez, quand vous avez une publication, vous avez ici partager, ajouter le tweet au signet. Les signets, c'est finalement tous les tweets que vous aurez mémorisés. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas sur Twitter, c'est les signets. Et pour finir, sur LinkedIn, vous l'avez aussi. Toujours pareil, les 3 petits points en haut à droite d'une publication, enregistrés pour plus tard. Voilà, vous allez pouvoir retrouver vos enregistrements sur LinkedIn. Puis sur YouTube aussi, oui, en effet, en bas de chaque vidéo, vous avez le bouton enregistrer. Et là aussi, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des playlists sur YouTube. Vous pouvez créer des playlists de vidéos par thématique. Ça aussi, c'est une manière de s'organiser pour être efficace. Et donc, on va finir là-dessus, la diffusion de l'information. Donc, évidemment, ce n'est pas systématiquement le cas, mais l'un des intérêts de la veille, c'est aussi ensuite de rediffuser de l'information, soit en interne pour former, informer, guider ses collaborateurs, ou bien pour le public, ses clients, peu importe quel est son public, mais pour pouvoir informer et faire bénéficier finalement de son travail de veille informative, quelle qu'elle soit. Donc, comment ça se passe ? On parle d'ailleurs de curation. Quand vous verrez le terme curation, c'est vraiment faire de la veille dans le but de la republier. Voilà, donc ça vous permet
de tirer les bénéfices du travail accompli. Je dirais même plus, ça vous permet aussi de vous positionner comme leader d'opinion, comme expert dans votre domaine quand vous avez fait un travail de veille précis, de qualification de l'information, etc., de traitement de l'information. Quand vous allez la rediffuser, ben, vous la diffuserez comme un expert du domaine et vous serez vu en tant que tel. On parle de curation puisque ça vient du terme curator en anglais, qui est la personne qui est censée mettre en valeur les œuvres dans un musée. Donc voilà, ça vient de là. Curator, c'est mettre en valeur une info qui est déjà existante. C'est pour ça qu'on parle donc de curation. Donc c'est utiliser le processus de veille afin de produire des contenus ou de partager des contenus de qualité. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous créez un article à partir des informations issues de la veille, article inspiré. Vous pouvez aussi faire un post social sur une plateforme sociale inspiré donc des informations de votre veille. Vous pouvez faire du partage social, vous connaissez aussi. Donc là, c'est le fait de dire qu'il y a une publication sociale qui est déjà intéressante. On va la repartager, retweeter ou regrammer suivant la plateforme. Attention là-dessus, parenthèse, il faut absolument mettre un commentaire à votre partage, puisqu'en tant qu'expert, en tant que communicant, vous allez devoir dire à votre audience pourquoi cette information-là, elle est intéressante selon vous. Ou sinon, on peut avoir une notice interne ou MOOC, éventuellement, une mini-formation à visée interne. Donc, à partir des informations issues de la veille, à but informatif, didactique, à l'attention des salariés, donc du coup, de l'entreprise. Donc, sur LinkedIn, par exemple, bah, c'est typiquement, vous voyez, publication initiale de Julien Lay. Julien Joyon a repartagé et bien sûr, il a mis une petite mention pour dire pourquoi cet outil est intéressant. Et c'est aussi le partage qui fait que les publications deviennent virales puisqu'elles se passent de réseau en réseau. Donc vraiment, là, c'est intéressant à tout niveau puisque vous utilisez une information intéressante et vous vous positionnez en tant que leader d'opinion qui vient dire « Regardez ce nouvel outil, il est intéressant, il sera intéressant pour vous ». Ça, c'est un exemple de curation sur LinkedIn. Sur les retweets Twitter, même principe. On a un tweet initial et Arnaud Verschère qui retweet en mettant un petit commentaire avec des mentions et des hashtags pour dire ce qu'il pense de ce post initial. D'accord? Donc, post initial, retweet, donc c'est le partage sur Twitter. Donc voilà, encore une fois, dans le social media, faire de la curation, donc repartager des infos intéressantes ou créer des infos, des contenus intéressants qui proviennent de votre travail de veille, fait que vous allez afficher soit votre capacité à mettre en valeur les autres et l'humilité nécessaire pour pouvoir parler du travail des autres. Donc ça suscite la reconnaissance, mais aussi ça vous positionnera comme expert du domaine dont vous parlez et desquels vous allez repartager des informations. On est pile à 12h59, il est même 13h. Je vous remercie de votre attention. Pour terminer, vous avez la possibilité donc de scanner ce QR code pour rentrer en contact avec moi sur LinkedIn si vous avez des questions ultérieures. Je posterai l'enregistrement de cet atelier sur mes pages Smart Formation, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn. Donc, vous pouvez aller me suivre si vous voulez voir ou transmettre le contenu de cette présentation à ceux qui n'ont pas pu être présents. Voilà, et puis je vais rester quelques minutes si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes.